Tous, bienvenue pour ce conseil communal du mois de septembre, donc conseil communal de rentrée. Avant de commencer notre séance, je tiens à excuser la présidente du CPS Muriel Van Petersen, Romain de Blandre qui sont souffrants, et j'imagine que Charles Corbizier va nous rejoindre dans quelques instants. Alors le premier point à l'ordre du jour, c'est le procès verbal de notre séance du 3 juillet 2023. J'imagine qu'il n'y a pas de soucis. Ok pour nous. Merci beaucoup, à l'unanimité donc. Et nous en arrivons au point 2, qui est une interpellation citoyenne qui nous a été proposée par Madame Weber, que je vais inviter à prendre place tout près du pupitre et à pouvoir nous faire part de cette interpellation. Je tiens tout d'abord à vous remercier. C'est jamais un exercice facile de devoir se présenter devant le conseil communal, mais avec la volonté de défendre un point d'intérêt général. Et donc, je vous propose de nous l'exposer. Je vous en prie, madame. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, je me rends régulièrement au cimetière des Coussines-Lalin et je constate avec tristesse que les lieux ne sont pas entretenus. Voir photos, j'ai amené les photos. Voilà, je commence ici, s'il te plaît. Je peux, si vous voulez faire le tour, ce sera mieux. Merci. Voilà. Après vous avoir envoyé un courrier vous informant de cette problématique, il y a eu du mouvement. Le cimetière a été nettoyé. À l'heure d'aujourd'hui, je constate que cet endroit reste propre et je vous en remercie. Pourquoi faut-il une question citoyenne d'une famille pour faire bouger les choses? Les personnes décédées ont droit au respect, comme à Mignou ou Heureux, pour ne citer qu'eux. Je sais que la loi vous interdit d'utiliser des insecticides tels que le glyphosate, mais comment font les villages précités? Ont-ils du personnel? Ont-ils des subsides? Ou leurs cimetières sont une priorité et chez vous, non? C'est un problème récurrent qui est souvent développé sur le réseau pour tous les cimetières des Coussines et de Marche. Ce serait bien qu'une fois pour toutes, ce problème soit réglé, sans devoir systématiquement rappeler de les entretenir, d'où ma présence aujourd'hui. C'est déjà très difficile, excusez-moi, de subir le deuil d'un être aimé, alors épargnez-nous une deuxième souffrance, de voir en plus ce cimetière à l'abandon. Et pour conclure, vous savez comme moi que la sœur du peintre Ruben décédé à Écosine repose à l'église Saint-Anne-de-Grotte. Situé à côté du cimetière et devenu un lieu touristique. Raison supplémentaire pour veiller à la propreté et pour elle, pour mon mari et pour toutes les autres personnes. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci madame, c'est l'échevin des travaux, Philippe Dumortier, qui va vous répondre. Je t'en prie, Philippe. Madame Weber, je vous remercie pour votre intervention. Venir s'exprimer devant une assemblée, toujours un exercice difficile, et je salue l'exercice que vous faites. Mais je suis conscient de la peine que vous pouvez avoir. Évidemment, nous avons toutes et tous des êtres chers, des proches, des membres de nos familles ou des amis qui reposent dans nos cimetières. Donc, le sujet de l'état de nos cimetières est un sujet extrêmement sensible et délicat. Et il y a toujours une attente légitime de la part de la population à ce qu'il y ait un état impeccable de nos cimetières. La situation générale de nos cimetières, de nos espaces publics en général, s'est dégradée à partir du moment où le législateur a interdit l'utilisation des produits pesticides. Vous l'avez rappelé dans votre intervention sur les espaces publics. Si cette mesure est bénéfique pour notre environnement, et ça il faut le saluer, elle est néanmoins lourde en termes de conséquences sur la charge de travail. Celle-ci a été démultipliée, notamment dans les cimetières. Je discutais encore récemment avec les fossoyeurs et auparavant
Il suffisait d'une semaine, 2 fois par an, pour une pulvérisation, et on pouvait dire qu'après, ce n'était que des petits entretiens ponctuels. Il y avait donc une charge de travail qui maintenant a été estimée à x10. Ce changement de législation nous oblige à modifier nos comportements, notre gestion des espaces publics, afin justement de réduire cette charge de travail et de la rendre soutenable pour le personnel communal. Et pour les cimetières, nous avons établi un plan de gestion, d'entretien, avec un phasage par étapes, afin de pouvoir justement avoir un entretien correct de nos cimetières, et donc, je vous l'ai dit, sur plusieurs années. D'un point de vue des ressources humaines, une équipe de 3 fossoyeurs est désormais à temps plein reconstituée. Ils sont aidés ponctuellement maintenant. J'ai demandé plus de polyvalence par des équipes des espaces verts afin de réaliser un entretien en profondeur aux périodes dites critiques, à savoir notamment le début du printemps, au moment où on a une pousse massive des mauvaises herbes, et évidemment aussi avant des périodes extrêmement sensibles pour le recueillement, que sont notamment la Toussaint. Des investissements ont également été consentis au niveau du matériel, avec l'acquisition de matériel plus spécifique, de débroussailleuses et désherbeurs thermiques, pour ne citer que ceux-ci. Au niveau de la gestion des cimetières, un plan de végétalisation de tous nos cimetières a été élaboré afin de diminuer cette charge d'entretien, tout en favorisant le développement de la nature et donc de la biodiversité. Cette verdurisation concernera toutes les allées et tous les carrés de pleine terre, dont les intertombes et les arrières des tombes. Le cimetière de l'Ain a été celui que dont vous effectivement mettez à raison en avant parfois le manque d'entretien. Le cimetière de l'Ain était le premier pour lequel on a opéré à cette verdurisation. Il a donc servi un peu à essuyer les plâtres, je dirais un peu de Kobe. Il nous a permis de tester des techniques nouvelles et des différents mélanges de gazon fleuri à croissance lente. Ces tests ont été instructifs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les expériences menées n'ont pas été fructueuses. Concernant le cimetière de l'Ain en particulier, nous avons dû subir un échec cuisant lié à un épisode caniculaire particulièrement fort et particulièrement long. Il en a résulté que les mauvaises herbes ont résisté bien mieux que la plupart des autres végétaux qui avaient été semés à l'époque, avec un effet visuel considéré comme extrêmement négatif par la population, et à raison. Depuis, nous avons rétabli cette situation. Alors, je peux vous laisser croire que c'est parce que vous êtes intervenus que nous sommes réveillés, mais je regrette. Les ouvriers communaux, les agents communaux ne travaillent pas à la demande. Ils sont sensibles, évidemment, les fossoyeurs en première ligne, hein, vous pouvez vous en rendre compte, à ce qu'on ait un cimetière dans un bon état. Et donc, on n'attend pas l'intervention citoyenne. Mais c'est bien que vous nous le rappeliez, mais je vous rassure, ce plan pluriannuel était déjà bien en place avant. Donc, ce cimetière est désormais, vous l'avez dit, verdurisé. Nous allons compléter encore ce dispositif par ce qu'on appellera un sursemis, c'est-à-dire que si la végétation commence à se densifier, donc et donner un effet beaucoup plus visuellement homogène et agréable, il n'en reste pas moins que beaucoup de zones sont encore éparses. Et donc il faut aller combler ces zones. Et donc on va faire un sursemis durant la période ici automne-hiver de cette année pour pouvoir compléter cette verdurisation. Pour les autres cimetières, parce que je veux élargir le débat, vous montrer que ce plan il ne concerne pas que l'Ain. Pour le cimetière des Cossines d'Anguien, différents tests de mélange de semis ont également été réalisés, et là avec plus de succès puisqu'on avait bénéficié déjà d'une première expérience sur l'Ain. Les carrés de pleine terre de l'ancien cimetière sont désormais également tous végétalisés. La verdurisation des allées sera menée également lors de l'automne-hiver de cette année-ci. Pour ce qui est du nouveau cimetière, les carrés de pleine terre sont également végétalisés, mais c'est les allées qui doivent encore être faites, et c'est également au cours de l'automne-hiver de cette année que ces allées seront réalisées. Pour Marche, 2 phases de végétalisation sont prévues. La première concernera toutes les zones de pleine terre à nouveau. Les semis seront réalisés durant l'automne-hiver également de cette année. La deuxième phase, elle qui sera relative à la végétalisation des allées, aura lieu lors de l'automne-hiver 2024. Comme vous pouvez le constater, l'amélioration de l'état de nos cimetières est une priorité. Les effets positifs commencent à être nettement visibles. Ils se feront encore de plus en plus visibles pour les années prochaines et au fur et à mesure que la végétation va se densifier. Je remercie d'ailleurs les équipes communales pour le travail qu'ils réalisent au quotidien. Il me revient d'ailleurs de mes services que le nombre de plaintes concernant les cimetières est en baisse, et qui est un signal que nous allons dans la bonne direction.
Je tiens également à rappeler quelques points de règlement qui, s'ils sont respectés, faciliteront également le travail de nos fossoyeurs. D'abord, l'entretien des tombes proprement dites, je parle vraiment de la partie centrale, est à charge des familles. Un manque d'entretien à ce niveau, je ne dis pas que c'est votre cas dans ce cas-ci, mais il y a des cas qui sont effectivement existants. Un manque d'entretien à ce niveau entraînera immanquablement une prolifération des mauvaises herbes dans la zone, en ce y compris les intertombes voisines et les allées qui sont à proximité. Le fait de poser des matériaux spécifiques, c'est un deuxième point de règlement sur lequel je tiens à rappeler, le fait de poser des matériaux spécifiques comme du gravier relève d'un choix personnel de certaines familles. Mais il est demandé de ne plus placer de gravillons sur l'avant des tombes, notamment dans les allées. Les gravillons empêchent une pousse correcte de la végétation et provoquent des projections de pierrailles lors de la tombe par les fossoyeurs. Il est également demandé de ne pas placer d'objets devant les tombes, comme des pots de fleurs par exemple. Ici aussi, chaque élément positionné dans les allées constitue autant d'obstacles et ralentissent fortement le travail d'entretien des fossoyeurs. Ce ne sont pas des nouveautés, je la rappelle sous forme de conseils ici, mais c'est déjà dans le règlement. Or, là aussi, nous devons constater, à Écosine comme ailleurs, que ces dispositions ne sont pas toujours mises en place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus mettre un réceptacle pour les fleurs, mais mettons-le sur la tombe elle-même ou sur... Je ne parle pas des pierres tombales, je parle vraiment des tombes de pleine terre ici. Si chacun y met du sien, les familles aussi bien que la commune, nous pouvons toutes et tous contribuer à un développement harmonieux de nos cimetières. Car c'est cela aussi, vivre en communauté. Si nous adoptons une attitude plus résiliente et positive de la perception des végétaux dans nos espaces publics et d'un retour dans la nature, je suis certain que l'image de notre commune en sortira plus belle et plus agréable. Encore merci pour votre intervention. Merci Philippe. Merci madame. Merci en tout cas, à vous. D'avoir porté le débat devant le conseil. Je pense que c'est toujours intéressant pour l'ensemble de la population. Ok, je vérifie maintenant pour voir si ça va rester propre en fait. Les explications. Voilà. Merci. Merci. Le point 3 à l'ordre du jour, Sébastien, si je peux te demander de couper le micro qui est sur le pupitre, merci. Le point 3 à l'ordre du jour, il s'agit de la notification de la tutelle d'approbation du compte pour l'exercice 2022. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Le point 4, il s'agit également d'une notification de la tutelle pour l'application des nouvelles lois relatives au délai de réclamation en matière de taxes communales. J'imagine qu'il n'y a pas là non plus de problème. Le point 5, au niveau des finances communales, il s'agit du dépôt d'un dossier au niveau des infrastructures sportives pour Marche les Écosines. Je t'en prie, Julien. Oui, voilà, merci Xavier. Voilà, on vous propose de porter une candidature donc, au niveau d'Infrasport par rapport à un projet d'infrastructure sportive sur Marche les Écosines. Donc voilà, ce projet, on en avait déjà parlé lors du budget. Voilà, c'est un projet, je pense, qui est vraiment chouette, en tout cas pour Marche, et qui va permettre de favoriser, en tout cas, d'encourager la pratique sportive des citoyens et vraiment de pouvoir mettre à disposition des infrastructures sportives extérieures. Mais ça permettra également de renforcer les liens sociaux des habitants. La volonté, c'était vraiment de prolonger la zone récréative qu'il y a sur Marche les Écosines et de ne pas la surcharger, vu qu'elle est déjà fortement sollicitée. Et donc voilà, la zone se trouverait, on en avait déjà discuté, mais dans la prolongation du terrain de foot de Marche, le long du cimetière. Alors l'infrastructure sportive, malheureusement, vous ne pouvez pas la voir, sauf si vous suivez le Facebook Live, vous verrez déjà quelques plans qui peuvent encore évoluer, mais donc elle sera vraiment composée d'un Agora Space, donc d'une zone multisport, d'une zone de détente et alors d'une zone de street workout qui sera accessible également au PMR. Donc il y aura un sentier qui sera placé et les zones seront accessibles à tout le monde. Donc le street workout, c'est tout ce qui est palier, voilà, de quoi faire de la musculation, des bancs et autres. Voilà. Voilà, je pense que c'est un beau projet pour Marche les Écosines en tout cas. C'est un projet qui a été estimé à 320 000 €. Et donc ici, on espère pouvoir obtenir un subside d'infrastructures sportives de quartier au niveau d'Infrasport. Et là, c'est un subside qui est à hauteur de 70%. Et à ce moment-là, avec quelques conditions particulières
obtenir, par exemple, comme la création d'un conseil des utilisateurs. Et donc là, on sollicitera les écoles de marche, les écocines, la maison des jeunes épidémiques et également les comités de quartier de marche. Donc pour pouvoir avancer sur le projet et mettre en place certaines activités autour du sport. Voilà. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Sébastien? Oui, mais pour le groupe Ensemble, on encourage bien entendu le projet et la demande de subvention. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles seront les étapes suivantes, nous faire un peu un rétro-planning et voir un peu quand le projet pourrait voir le jour si tout se passe bien comme prévu? Mais donc ici, on a un formulaire à remplir en ligne auprès d'Infrasport. Donc ça, c'était un des documents à fournir. Donc c'était l'autorisation du conseil communal pour solliciter cette demande. Donc ici, on va renvoyer le formulaire avec tous les documents. Et puis, on attendra que le ministre traite le dossier. On attendra un retour. J'espère qu'on aura un retour en fin d'année, mais je ne connais pas son planning, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il... Je pense qu'il a un jour dédié à ça, plusieurs fois sur l'année, où il traite les différentes demandes. Et donc, on aura un retour à ce moment-là. Et donc, si vous avez le subside, qu'est-ce que vous faites? Et si vous ne l'avez pas, quelle sera la suite? Si on a le subside, on mettra en place l'infrastructure. Donc, il faudra lancer un marché, les procédures habituelles. Et si on n'a pas, on verra déjà pourquoi on ne l'a pas reçu. Pourquoi ça n'a pas été accepté. Peut-être qu'il manquera des éléments, mais à ce stade, c'est vraiment la demande. Et on verra bien les échanges qu'on aura. Et on retentera notre coup, en tout cas, si ça n'a pas été accepté la première fois. Ok. Merci beaucoup. Donc j'imagine que c'est un vote à l'unanimité. Oui. Merci. Le point 6 au niveau des finances communales. Il s'agit de la subvention ordinaire en numéraire direct pour Antenne 100 télévision. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. On a toujours soutenu Antenne 100 qui fait de l'excellent travail. On continuera à les soutenir. Merci beaucoup. Le point 7, il s'agit des modifications budgétaires numéro 1 pour l'exercice 2023, des modifications budgétaires qui sont techniques et qui reprennent, outre un projet à l'extraordinaire qui est l'aménagement, la rénovation plutôt du pont situé à la rue de la Folie qui a été endommagé en 2021 suite aux inondations et pour lesquelles nous avons eu un subside. Au niveau des autres modifications, il s'agit uniquement de modifications purement techniques. De manière plus importante, je vais passer en revue les 4 ou 5 modifications qui appellent des montants un peu plus conséquents. Il s'agit tout d'abord d'une intégration du montant qui a été rectifié par le Fonds des communes et qui est une augmentation de 116 000 € du montant qui nous était alloué. Nous avons eu un subside régional pour la crise énergétique, un subside extraordinaire donc de 104 000 €, dont 25% de ce subside seront reversés au niveau du CPS. Au niveau du plan Marshall, là par contre, nous avons une nouvelle un peu moins bonne vu qu'il s'agit d'une diminution de cette dotation de 440 000 €. Nous avons demandé des explications à la région wallonne pour connaître le détail de leurs calculs, parce que rien n'apparaît en tout cas au sein de la commune d'Écossignes comme justifiant cette diminution. On a un rééquilibrage des dépenses énergétiques. On a estimé que les consommations actuelles et une certaine diminution du coût de l'énergie, notamment pendant l'été, nous permettaient de diminuer l'ensemble des postes pour un montant global de 150 000 €. Alors nous avons dû créditer un peu plus les repas scolaires pour permettre de garantir au même montant les repas pour les enfants au sein des écoles de la commune d'Écossignes. Et enfin, nous avons supprimé le prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire qui permettait d'équilibrer le budget, ce dernier l'étant toujours avec cette modification budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Sébastien, je t'en prie. Oui, donc vous nous présentez des modifications budgétaires qui sont en déficit. 420 000 € de Mali à l'exercice propre. Et on voit que les finances de la commune d'Écossignes sont quand même de plus en plus dans le rouge. Ce déficit ne fait que confirmer les propos inquiétants que nous avons déjà tenus lors du vote du budget initial. Donc, comme tu l'as dit, Xavier, on a une diminution importante du complément du plan Marshall de plus de 400 000 €. Vous me direz que ce n'est pas de notre faute, on comprend bien.
mais les dotations de la région wallonne risquent d'être de moins en moins importantes au fur et à mesure des années, compte tenu des difficultés rencontrées par l'autorité supérieure. Et ici, vous pompez de nouveau dans les réserves pour atteindre l'équilibre. On avait déjà présenté un budget 2023 qui n'était pas en équilibre. Vous aviez dû également pomper dans les réserves. Et pour rééquilibrer l'exercice 2023, vous avez puisé près d'1 932 000 € exactement sur les réserves ordinaires et extraordinaires de la commune. Et je pense que c'est particulièrement inquiétant. Et je pense qu'il y a lieu de prendre des mesures structurelles à l'avenir, sans quoi on va dans le mur sur le plan financier. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ce résultat, hein. Donc, je viens de le dire, on a au niveau de la compensation du plan Marshall une diminution qui est tout à fait anormale. On n'a pas eu cette année-ci de rectification au niveau de l'IPP, ce qui intervient habituellement chaque année. Je vous rappelle qu'en 2022, nous avons subi 5 index, mais alors on l'a subi, nous, communes, dans nos dépenses pour les frais de personnel, mais au niveau de l'IPP, ce montant va quelque part revenir vu que les personnes qui travaillent ont eu leur salaire qui a été indexé au long de cette année-ci. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas eu cette rectification qui habituellement intervient plus ou moins vers le mois de juin. Alors, pour diverses raisons, elle n'a pas eu lieu en région wallonne. On ne nous a pas donné de montant rectificatif à intégrer dans notre modification budgétaire. Et donc, c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir une photographie pleine et entière de la situation financière de la commune. La photographie de la commune, c'est le compte que nous avons adopté au mois de juillet et dont nous avons reçu l'accord de la tutelle et qui, lui, était globalement positif. Donc, la situation financière d'une commune, elle se juge sur le compte et non pas sur le budget. Le budget, on travaille avec des estimations, ici des estimations de recettes clairement qui nous manquent parce qu'elles ne nous ont pas été communiquées. Néanmoins, les projets sont là et comme vous le voyez, nous avons supprimé le prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire pour ne pas toucher à celui-ci. Effectivement, il y a un léger déficit à l'exercice propre, mais qui n'est absolument pas inquiétant au niveau du futur des finances de la commune d'Écosse. Mais par le passé, Xavier, on avait quand même régulièrement des informations qui nous arrivaient également tardivement, et malgré ça, on atteignait quand même l'équilibre. Donc ici, il ne faut quand même pas se voiler la face, on a quand même moins de recettes qu'avant, et plus de dépenses, c'est clair. Donc habituellement, je le disais, on a des montants rectifiés qui nous sont communiqués au mois de juin. Ici, on n'en a pas eu du tout. Et donc, ce n'est même pas des montants rectifiés qui nous arrivent tardivement, c'est qu'on ne les a pas. Et donc, on ne peut pas les sucer de notre pouce. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de l'enroulement, c'est toujours évidemment avec 6 mois de retard, vu que quand vous avez fait votre déclaration d'impôt pour le 15 juillet 2023, c'était les montants 2022. Et donc, tous les agents qui travaillent dans la fonction publique ont déclaré leurs revenus qui ont été naturellement indexés de 9,59%, vu que c'est la conséquence des 5 index qui ont eu lieu en 2022. Et donc, le montant global de l'IPP, pour autant que la situation de l'emploi soit stable sur la commune, devrait être supérieur au montant qui est inscrit dans le budget. Malheureusement, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas les informations de la région wallonne. Et je pense que c'est à l'examen du compte de l'exercice 2023, qui interviendra d'ici logiquement le mois de mai-juin 2024, que nous pourrons avoir une vue claire et précise de la situation financière de la commune et pas uniquement sur ces modifications budgétaires. Je crois que quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut être particulièrement prudent à l'avenir quand on voit un peu l'évolution des finances de la commune. Encore une fois, le résultat du compte 2022 était largement positif et donc moi je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Oui, les réserves fondent comme neige au soleil. Le résultat, ce n'est pas une question de réserve, c'est un résultat sur une année, le résultat était positif et donc je pense qu'on ne peut pas dire que les réserves fondent comme neige au soleil. On l'a vu à l'intégration du compte, on a pu facilement équilibrer les choses et même en renforcer. Donc, je vous l'ai déjà dit, en 2006, on avait 8 700 000 € de réserves ordinaires. Aujourd'hui, on en a 2 millions. Effectivement, aujourd'hui, on a 2 millions. En 2006, il y avait plus, mais entre-temps,
je ne vais pas tous les citer, hein, mais on a construit une crèche, on a réaménagé l'espace Philomène, on a créé une extension d'école. Il y a eu de nombreuses dépenses d'infrastructures qui ont été consenties au sein de la commune. Et donc, dans tout budget, c'est facile de faire des réserves. On ne fait rien, on ne développe aucun projet et on accumule des réserves pour dire « Oh, c'est super, j'ai un beau ballon d'oxygène, mais je n'en fais rien ». Ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'un pouvoir public a pour mission et pour devoir d'investir, de créer des infrastructures, de rendre des services à sa population. Ce n'est pas en thésaurisant et en gardant de l'argent sur des comptes qui aujourd'hui ne rapportent plus rien, des placements qui ne rapportent plus rien, que l'on va faire avancer les choses. Non, c'est en développant des infrastructures. Et je pense que ce que vous dites, c'est que pendant 10 ans, les 2 collèges qui se sont succédés ont investi énormément d'argent pour développer des services et des infrastructures au sein de la commune des Caussines. Encore dernièrement, la voie verte, la ligne 106 qui a été développée, certes avec des subsides, mais aussi avec une proportion de fonds communaux. Et donc, c'est le reflet non pas d'une mauvaise gestion comme vous pouvez le laisser sous-entendre, mais d'investissements qui ont été consentis, réalisés pour la population. Et je pense que pour ça, l'équipe qui est en place et celle qui l'a précédée peut être très fière. Enfin, simplement, je veux simplement attirer l'attention qu'on arrive tout doucement au bout des réserves. C'est simplement ce que je souhaite faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces modifications budgétaires? Est-ce que je peux avoir votre vote? On s'abstiendra. Et donc, il y a 9 abstentions et 11 pour. Donc, les modifications budgétaires sont adoptées par 11 voix et 9 abstentions. Merci beaucoup. Le point 8, il s'agit du rapport d'évaluation 2023 de l'exécution du contrat de gestion de la SBL Festival des Arts de la Rue à Écosine. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Eh bien, pour le rapport d'évaluation 2023 de l'exécution du contrat de gestion de la SBL phare, donc du Festival Les Tailleurs, notre directeur financier m'a certifié avoir reçu les différents documents en temps et en heure. Les comptes démontrent que l'affectation de l'ensemble des finances a bien été utilisée pour le développement et le bon déroulement du dit festival. Dans ceux-ci, nous observons aussi que la recherche de ressources de financement extérieur s'est diversifiée et amplifiée. Les résultats sont marquants car actuellement la subvention communale ne représente plus que 34% du volume global des subventions reçues. Le festival rencontre les objectifs fixés tout en restant une activité familiale ouverte au plus grand nombre de par les spectacles gratuits qui sont aussi programmés. Au regard du débat du Conseil communal du 3 juillet dernier, je tiens quand même à apporter un éclaircissement sur 2 points. Le premier est sur le débat des documents soi-disant manquants, comme les factures. Il faut savoir que ces documents-là ne faisaient pas partie du contrat de gestion à l'époque. Et donc, il n'était pas nécessaire de venir revendiquer d'avoir quoi que ce soit comme document de facture. Le deuxième élément concerne la fameuse subvention du Rotary. Pour parfaite information, Sébastien, cette dernière n'apparaîtra que dans le compte 2024, étant entendu que cette subvention-là est pour 2023. Il n'y en avait pas en 2022. Donc, il n'y avait pas de subvention Rotary à l'époque. Ceci explique aussi qu'il n'y avait pas donc, ce type de subvention en 2022. Comme nous sommes dans le sujet, je répondrai ici aussi sur l'avenir financier du festival. La déclaration de politique générale 2018-2024 stipule que le collège maintiendra son soutien financier, humain et logistique au goûter matrimonial, au carnaval et au festival des tailleurs. Dès lors, pour cette mandature, le soutien sera toujours de mise, car c'est un projet qui a du sens. Si pour vous il devait en être autrement, vous pouvez toujours, toutes et tous, marquer votre désapprobation par votre désapprobation pour ce soutien en votant contre la subvention qui est allouée aux tailleurs. Néanmoins, avec l'analyse des comptes, je suis persuadé qu'une révision de la hauteur de la subvention pourrait être envisagée, et cela au regard des apports extérieurs des actuelles voies de subventionnement. Je suis confiant dans le fait que les administrateurs de la SBL phare puissent envisager une légère baisse de leurs subventions. En revanche, le soutien communal demeure nécessaire
pour le maintien d'un festival de qualité et accessible au plus grand nombre. Merci Dominique. Bernard. Bien, depuis donc mon intervention au conseil communal du 3 juillet, comme tu l'as dit, nous avons reçu les pièces justificatives des dépenses de l'ASBL Phare en lien avec l'organisation du Festival des tailleurs. Nous vous en remercions car nous pouvons dire que d'un point de vue strictement comptable, l'ASBL est dans les clous. Ceci dit, quand on procède à une analyse un peu minutieuse de ces pièces, il a lieu de se poser quand même quelques questions. Jugez plutôt. Pour nous, il serait vraiment opportun que le Festival des Arts et de la Rue demande systématiquement plusieurs devis auprès des prestataires de services, vu qu'ils sont quand même largement subsidiés par les pouvoirs publics, pour des sommes assez importantes. Un exemple, location d'un chapiteau pour un montant de 2 561,57. On ne demande aucune consultation d'autres entreprises. Idem pour des frais de gardiennage où on ne demande pas de mise en concurrence. On peut également se poser la question sur le fait de faire appel à des groupes étrangers. Étant pouvoir subsidiant, nous avons bien entendu un droit de regard. Pourquoi ne pas faire appel à des entreprises uniquement belges? Notre pays regorge de talents. Pourquoi devoir payer des frais de déplacement? Rien que les frais de déplacement de 600 €, plus payer les péages pour faire venir des troupes de Toulouse. Un coût en carburant quand même qui représente plus du double du subside de certains groupements écosinois. Tout ça parti en fumée. C'était ceci. Je me permettrai quand même malgré tout... Oh, pardon. Je n'ai pas fini. Excuse-moi. Sur le plan administratif, il est nécessaire de remettre un peu d'ordre. Certaines factures arrivent au siège de l'ASBL situé à la rue Delvin, numéro 5A, d'autres rue Blondeau, numéro 27, ou encore à la rue Saint-Rémy, numéro 5. Plus encore, certaines sont envoyées au domicile de notre échevin de l'environnement. À la rue du Poirier, facture Oxfam, alors que les membres du collège communal sont quand même censés vérifier la subvention. C'est quand même un peu être juge et partie. Oxfam, je l'ai ici si tu veux contrôler. Dans le bilan interne de 2021, on peut voir un poste intitulé « Cadeau à la clientèle » pour un montant de 232,80 €. On se demande vraiment ce qu'il y a derrière ce poste. Il n'y a pas de justificatif non plus. Par ailleurs, en cette période de crise quand même économique, où chaque cent dépensé compte, on peut se poser de la question sur la location de chambres d'hôtel pour les artistes. Louer des suites grand luxe au manoir du Capitaine pour un montant de 140 € la nuit, c'est bien raisonnable. En 2022, 530 repas ont été offerts. 530 repas pour un montant total de 4 770 €. Est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant d'argent? Pourquoi, pendant le montage du festival, les ouvriers ne peuvent-ils pas venir avec leurs tartines? À ce sujet, nous aimerions bien obtenir la liste de ces bénévoles. Pourquoi donner des repas aux bénévoles des tailleurs et rien à ceux du goûter matrimonial? On peut aussi se poser la question de l'équilibre dans les dépenses 2022 entre les frais de régisseur pour un montant de 35 000 €, ce qui est énorme en rapport au cachet des artistes qui, lui, n'est que de 49 000 €. C'est une disproportion anormale. Mais tout ceci n'est rien encore en comparaison avec d'autres dépenses que l'on trouve assez farfelues. Une facturation de frais de déplacement de 292 € rien que pour les frais de déplacement, plus TVA, pour faire livrer des rallonges électriques de Le Saint-Pierre à Écosine. À ce prix-là, je le fais tous les jours. Des locations de camionnettes de luxe, type Mercedes Sprinter pour les membres de l'ASBL. 2 000 €. On va même jusqu'à trouver de l'achat de la litière pour chat. Je ne savais pas que le festival était aussi devenu animalier. Pire encore, on trouve l'achat de biscuits, tablettes de chocolat, sucre de canne et même du gingembre. C'est sans doute pour la vigueur des artistes. Mais bon. On va même faire son marché chez les amis du coin pour acheter des pommes, des poires. Non, pas des Scooby-Doo. Non, c'est peut-être plutôt des pommes, des poires, des laitues et des bananes. Et quelque part, cette facture est adressée à vous, monsieur Arnaud Gerhardt. C'est assez bizarre. Comment expliquez-vous cette facture? Comment se fait-il qu'elle date de plus d'un mois après le festival? Ceci dit, j'avoue que vous avez bon goût parce que les tomates, elles sont bien charnues. Les poires, ce sont des conférences qui est même une classe. Et les pommes, des pirouettes. La classe, comme je le disais.
Je pourrais encore en ajouter, mais la coupe est suffisamment pleine, donc je vais conclure. On peut se rendre compte que les réserves de la commune, comme on l'a dit il y a très peu de temps, mon collègue Sébastien, elles fondent comme neige au soleil. À l'heure où certains membres du personnel se voient refuser parfois des petites dépenses, ici, il y a un festival qui manifestement dépense sans compter, qui vit au-dessus de ses moyens. Je pense même qu'il vit au-dessus de nos moyens. Pour nous, c'est indécent. Et comble du compte, dans le budget 2023, la SBL compte engager une personne. Un montant de 15 000 € a été provisionné. 15 000 € pour provision pour l'emploi. Vous pouvez nous en dire plus? Quel type de contrat et est-ce vraiment utile? En tout cas, dans tous les cas, pour nous, considéré comme un emploi communal déguisé. Dès lors, et j'en termine ici, compte tenu qu'il reste 46 000 € thésaurisés par la SBL phare, il serait opportun de réduire de même montant le prochain subside pour 2024. Dominique? Oui. Alors, je crois que par rapport aux différentes factures, je crois qu'au niveau du directeur financier, il a tout analysé. Maintenant, oui, il a analysé aussi. Maintenant, d'un autre côté, au niveau du festival, il favorise le circuit court aussi. On ne trouve pas tous les produits qu'on voudrait comme on a en grande surface. Ça, c'est un élément. Par rapport à d'autres éléments, au niveau des troupes extérieures, je ne vois aucun festival qui tourne sans troupes extérieures. Donc, de toute façon, au niveau du choix, le choix des différents groupes qui sont présents, il se fait, il y a une sélection. On pourrait encore aller plus loin. Donc, je crois qu'il faut aussi garder une qualité. Et si on veut la garder, il faut aussi pouvoir avoir une programmation qui accueille et qui attire les gens. Donc je crois que par rapport au travail qui est développé de ce côté-là, il n'y a pas de choses à pouvoir critiquer. Maintenant, d'un autre côté, je crois que est-ce que c'est à nous ou à vous d'aller dire au niveau de la SBL comment il faut faire? Je crois que le volume financier d'un festival, c'est plus de 100 000 €. Les 58 000 € de l'administration communale sont investis dans des postes. Effectivement, c'est peut-être perdu dans l'ensemble financier. Mais voilà, on donne 58 000 € sont alloués avec un return au niveau de différents documents qui doivent être présentés. Et donc, de ce côté-là, nos finances couvrent une partie. C'est quand même à nous, et à toi surtout, de veiller aux bonnes dépenses, hein, l'éthique. Alors, par rapport aux 15 000 € pour un emploi, c'est parce qu'en fait, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a moyen d'aller décrocher une subvention justement pour un emploi. Arnaud? Oui, merci Xavier. Je pense que l'altercation ou les propos qu'on vient de vivre ici sont absolument indignes. Bernard et l'ensemble du groupe ensemble pour un groupe qui dit vouloir soutenir le secteur associatif ici à Écosine. Vous jetez l'opprobre sur des personnes qui sont à 2 semaines d'un événement, qui sont bénévoles, qui se donnent corps et âme depuis 10 ans pour faire vivre le village, bénévolement, sans retirer 1 €, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour faire vivre un festival qui veut mettre en avant la culture, le village d'Écosine, ces associations avec lesquelles elle collabore, les scouts, les guides, un certain nombre de commerçants locaux. Et ce que vous faites en transmettant ici des propos qui sont inexacts, en allant jouer sur l'amalgame et sur des tournures qui sont tout à fait indignes d'un groupe politique au sein de ce conseil communal. Comme je l'ai dit, les tailleurs se donnent corps et âme pour faire un événement qui met en avant le village. Un festival culturel reçoit des soutiens. C'est la norme partout en Wallonie. Vous ne trouverez pas un seul festival en Wallonie qui n'est pas financé grâce à des soutiens publics. Ça va du festival de Chasse-Pierre, festival des arts de la rue, au festival musicaux, à toute une série d'activités. C'est tout à fait normal. La culture n'est pas rentable et donc si on veut avoir des événements culturels à Écosine ou ailleurs, elles doivent bénéficier de soutien public. C'est la réalité. C'est également un soutien qui n'est pas anormal tant en Wallonie, mais également à Écosine, puisque moi je rappelle quand même que si les tailleurs reçoivent un montant de subside, il est quand même inférieur à ce que la commune investit dans son goûter matrimonial, et il ne s'agit pas ici d'opposer les uns et les autres, mais simplement de faire un comparatif pour dire que les montants qui sont investis dans un événement ne sont pas indus par rapport à d'autres types d'événements.
Moi, je pense aussi que vous mettez en avant le fait que, soi-disant, les tailleurs ne géreraient pas bien cette subvention. Je pense que ce qui vous a été présenté ici au travers d'un rapport démontre tout le contraire. Pour 58 000 € qui sont donnés par la commune d'Écosines, les tailleurs vont chercher 86 000 € de subventions ailleurs en Wallonie, notamment en obtenant des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que pour 1 € que la commune investit dans le festival, l'équipe bénévole des tailleurs les transforme en 2,50 €. Et donc ça, c'est grâce à leur professionnalisme et à l'énergie qu'ils déploient pour aller chercher ces subventions. Rappelons-le, 40 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on sait l'exigence qu'a la Fédération Wallonie-Bruxelles en termes de reporting et de contrôle des dépenses. Des soutiens de Centrale, le centre culturel régional du centre, des subsides privés, de la loterie nationale notamment, un soutien de Mars Art de la Seine, de la province de Hainaut, d'Article 27, d'Emploi, ainsi que toute une série de recettes de billetterie notamment. Enfin, moi je voudrais vous dire que c'est de l'argent public, en effet, qu'il doit être géré avec parcimonie, ça on est tous d'accord. Je pense que vous avez eu les assurances du directeur financier à plusieurs reprises sur la bonne utilisation de la subvention, et vous essayez de créer un climat d'amalgame en essayant, je ne sais pas par quel objectif, en mettant à mal un travail bénévole, d'atteindre le collège ou d'autres personnes. Alors, vous citez des erreurs de facturation. Ben, en effet, si certains prestataires se trompent de facturation, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je pense que ça leur sera signalé, mais n'essayez pas de créer un amalgame par rapport à des citoyens bénévoles qui s'investissent pour leur commune. J'espère qu'on pourra, en tout cas, leur réserver un meilleur accueil pour leur travail dans 2 à 3 semaines par rapport à toute l'énergie qu'ils auront déployée au bénéfice de tous les Écosinois et de la culture. Merci Arnaud. Je vais également ajouter quelques éléments qui me paraissent importants. Alors effectivement, on l'a dit, les tailleurs, ce sont des bénévoles qui s'investissent depuis 10 ans. Il y a 10 ans, quand Dominique a présenté devant le conseil communal pour la première fois le subside pour ce festival, on nous a presque ri au nez, on nous a dit que ce n'était pas possible, que ça allait prendre le bouillon et que le festival vivrait 1 an ou 2 et n'irait pas au-delà. Moi, je vois aujourd'hui que nous allons fêter dans 2 semaines le 10e anniversaire de ce festival, avec une énergie qui est déployée non pas un week-end, mais ça c'est le cas pour toutes les associations. Le secteur associatif ne travaille pas uniquement quand il y a un événement, mais quasiment 1 année pour pouvoir le mettre en place. Le Festival des Arts de la Rue a en plus cet avantage pour l'ensemble des Écosinois, c'est qu'il ne se produit pas uniquement le premier week-end du mois d'octobre, mais il permet aussi aux enfants des écoles de pouvoir voir des spectacles, y participer. Il donne parfois des animations dans les écoles. Tout ça s'ajoute évidemment à la programmation qui est riche, avec un élément central, Arnaud l'a rappelé, c'était le point de départ du festival, c'était de dire l'acteur principal, ce ne seront pas les artistes, c'est le village d'Écosines, et c'est de pouvoir mettre en avant le patrimoine écosinois d'une autre manière. Et on le met en valeur d'une manière artistique, avec ces artistes qui jouent littéralement avec les monuments écosinois. Vous avez vu au travers des 9 éditions précédentes, et on pourra encore en profiter au mois d'octobre, la mise en avant notamment du château fort, avec des spectacles qui sont montés en utilisant cette infrastructure comme décor ou bien comme élément carrément des pièces qui sont jouées. C'est de mettre en avant toute une série d'acteurs économiques locaux. Alors ça vous fait peut-être rire ou bien vous vous offusquez de certains produits qui sont le fruit littéralement du travail de maraîchers, de producteurs qui sont sur la commune d'Écosines ou directement aux alentours. Alors peut-être que oui, une pomme coûte plus cher si elle est produite à Écosines que si elle est produite dans le sud de l'Espagne, mais outre sa qualité, il y a tout un labeur qui est là derrière et qui est mis en avant
par le Festival des Arts de la Rue. C'était leur ligne de conduite, c'était de se dire qu'on allait essayer de faire un festival le plus local à tous les niveaux. Et je pense que quand vous citez le nombre de repas qui sont offerts, c'est aussi le reflet du nombre de bénévoles qui peuvent s'investir et qui croient dans ce festival. Et je suis heureux de voir ce nombre de personnes qui viennent à des réunions de préparation, qui sont là le jour du festival, avant pour coordonner, organiser, héberger. Parce que si vous citez des hébergements que vous considérez de luxe au manoir du Capitaine, nombre d'Écossinois hébergent chez eux des artistes pour pouvoir faire vivre ce festival. Ensuite, vous avez des factures, mais à ce que je sache, rien ne vous dit qu'il n'y a pas eu de comparatif des prix. Et je pense très sincèrement que les organisateurs, vu les budgets qui sont serrés, les coûts fixes qui sont de plus en plus importants, font en sorte d'aller au moins 10 ans, mais au moins 10 ans avec une qualité qui soit également présente, parce qu'à certains moments, on ne va pas non plus chercher le moins cher pour avoir le moins cher, mais il faut aussi avoir des infrastructures qui tiennent, des infrastructures que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau du catering, au niveau de l'offre qui peut être faite à la fois aux artistes, mais aussi aux Écossinois. Et je pense qu'au lieu de taper dans le dos de tous ces bénévoles qui s'investissent pour la commune et peut-être de vouloir atteindre la majorité qui est en place et peut-être certains des membres du collège en particulier, il serait plus judicieux de les encourager, de les féliciter et d'être présents le premier week-end du mois d'octobre. Sébastien, Véronique. Dominique, pardon. Moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément et ça me laisse une ambiance un peu malsaine dans tout ce qui a été dit. Il ne faudrait quand même pas oublier un peu un rétroacte. Pourquoi nous avons les tailleurs? C'était la nouvelle orientation culturelle qu'on a lancée au niveau de l'administration après le Spring Blues. Et je crois aussi, Sébastien, que peut-être au moment du Spring Blues, on n'a pas été assez scrupuleux non plus par rapport aux dépenses. Les dépenses que tu avais en main, parce que là, c'était une activité communale. Tu sais me rappeler qui a créé le Spring Blues? C'est pas une question de créer. Créer, c'était facile, ça a été lancé, c'était Roland de Caen. Mais après, tu l'as irrité dans ton échevinat. Et sur les 6 années que tu as été échevin de la culture avec le Spring Blues, il y a eu plus de 242 000 € de pertes. Rien qu'en pertes. Oh, ces chiffres, tu les sors d'où? Parce que j'ai analysé les 6 éditions. Non. C'est un peu facile. Alors tu sais, c'est un peu facile de venir juger le travail j'ai pas compris des la parole, autres. Non. Ouais, mais c'est le même. On va pas venir me dire que tu penses pas la même chose. Alors c'est un peu facile d'attaquer maintenant. Or qu'il aurait peut-être été judicieux aussi pour préserver en bon père de famille les finances communales avant. Si je peux prendre la... Pardon. Oui, Sébastien. Voilà, donc en prélude, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette activité organisée par les tailleurs est louable, permet aux citoyens de se retrouver, créer du lien social et fait parler des Écossines à l'extérieur. Nous ne sommes pas contre le fait d'organiser une telle manifestation à Écossines, mais en début de mandature, vous avez augmenté les taxes communales parce qu'on n'arrivait plus à nouer les deux bouts, et je pense qu'il est lieu de restreindre le train de vie qui est celui qui est pris actuellement. Je pense que vous aviez dit également en début de ce projet que le subside communal était dégressif, qu'au fur et à mesure des années, il a diminué, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure des repas. Catherine, par exemple, fait partie des Amis du Folklore. Les bénévoles ne reçoivent pas de repas gratuits. Pourquoi les bénévoles des tailleurs reçoivent des repas et pas ceux d'autres associations? On a vu qu'il y avait des centaines de repas qui étaient achetés. Je pense qu'il faut serrer les boulons. Bernard, il y en a quoi? Il y en avait 530 repas. Ça nous semble quand même très, très excessif. Un tel nombre de repas, vous imaginez ce que ça coûte. Voilà, je pense qu'il faut serrer les boulons dans le cadre de ce subside, étant donné qu'il y a quand même toujours une somme conséquente de plus de 40 000 €
qui sont en caisse compte tenu du subside qui avait été versé pendant les années Covid. Tu m'excuseras, Sébastien, mais tu ne peux pas comparer le goûter matrimonial avec les tailleurs. Ce ne sont pas les mêmes styles d'activité, Mais je compare qui ne demandent pas les mêmes logistiques, qui ne demandent pas le même encadrement. Alors il faut arrêter de mettre en confrontation deux activités qui n'ont pas les mêmes buts. Non, mais les amis du folklore, ils pleurent pour avoir des sous. On n'a pas d'argent, on leur dit. Et ici, on a l'impression que... Allez. Moi, je me rappelle, par le passé, on a souvent pleuré aussi. Oui, Catherine. Pour le goûter, on n'a même plus de cortège. La commune n'est même plus en charge d'un cortège. En fait, le goûter est en train d'être réduit à néant. Par faute de finances, c'est toujours ce qu'on nous dit. Il y a la finance, les finances. On veut juste, on n'est pas contre le festival des tailleurs. On veut juste que soit un petit peu, l'argent soit utilisé de façon raisonnable. Je pense qu'une location de Mercedes n'est pas utile. Vous dites qu'ils voilà, enfin, ils vont au plus près pour les pommes, par exemple, et on va prendre des allonges à je ne sais où, à Saint-Pietersleu. Il y a quand même, à mon avis, des choses où on pourrait faire un peu attention. Voilà, c'est pas contre le festival, mais essayer de faire un peu plus attention. Oui, Arnaud. Je pense qu'on est tous d'accord ici que l'argent public, il doit être dépensé avec parcimonie et vérifié dans les dépenses. Ça, je veux dire, il n'y a personne qui ne contredit ça. Mais ce que vous dites, par exemple, Monsieur Deschamps, les bénévoles des tailleurs, à ma connaissance, ils ne reçoivent pas un repas chaud. Vous avez l'air de dire qu'on leur paye le pilori sur les finances communales. Moi, à ma connaissance, les bénévoles des tailleurs, ils reçoivent un sandwich. Enfin voilà, est-ce qu'on trouve ça excessif d'avoir à un moment un sandwich qui est offert à un bénévole? Je pense que c'est le cas dans la plupart de festivités éco-sinoises. Alors, on l'a dit, c'est un festival qui fait attention à aller commander ses produits au sein d'Ecocine. Et donc, ça veut dire que même indirectement, il y a une partie de la subvention qui bénéficie directement à certains prestataires éco-sinois, que ce soit des maraîchers à proximité, que ce soit la personne en charge du catering qui fournit des repas, qui est une société bien connue qui fournit des repas sur la commune. Et donc, je ne pense pas que l'objectif de quiconque, et en ce compris de l'organisation des tailleurs, soit de faire des dépenses somptuaires. Hein. Loin de là, ils sont aussi avec un budget qu'ils doivent utiliser de manière la plus parcimonieuse possible. Voilà, on a cité toute une série de dépenses. Je vais peut-être terminer. Qui mange ces 150 temps de repas alors? Donc, voilà. Si vous avez des questions spécifiques à poser auprès des tailleurs, vous les leur poserez. Je veux dire, je pense que c'est déjà un petit peu malheureux de revenir étaler ce genre de questions sur la table du conseil communal, parce que vous auriez tout à fait pu aussi leur adresser une question. Je pense qu'ils sont certainement ouverts à vous répondre si vous le souhaitez. Moi, ce que je veux aussi attirer votre attention, c'est sur le fait que la subvention des tailleurs, elle n'est pas indue. Ils reçoivent un montant qui n'est pas supérieur à ce que la commune investit dans le goûter matrimonial. Et je pense que la commune doit continuer à investir à la fois dans le goûter matrimonial, à la fois dans son carnaval, à la fois dans les tailleurs et dans les festivalités et dans les activités qui sont menées par le monde associatif. En tout cas, c'est ce que nous défendons avec le collège communal depuis au moins 2 mandatures. Alors, aussi sur les tailleurs, comme Xavier l'a très bien rappelé, c'est un festival citoyen. Et donc, il y a toute une série de choses qui sont faites pour le village et avec le village. Parlons par exemple des spectacles dans les écoles. Je pense que c'est quand même une mission qu'on peut considérer d'utilité publique, de permettre à des enfants d'école d'assister à un spectacle de qualité pour toute une série d'enfants qui peut-être n'auront pas l'occasion d'aller assister à ce type de représentation. Et donc là, je pense quand même qu'on peut leur reconnaître ce mérite. C'est le mérite aussi d'aller apporter dans la maison de repos des activités culturelles comme des chants en wallon qui permettent de l'animation et qui permettent d'apporter un peu de lien intergénérationnel avec nos résidents. C'est aussi un festival citoyen qui compte sur le travail de bénévoles qui s'investissent sans compter, de manière bénévole, sans y retirer 1 euro. On a l'air de considérer qu'ils dilapident l'argent du citoyen. Ce n'est absolument pas le cas. C'est un festival citoyen également parce qu'il mise sur ses commerçants locaux. Et donc, toute une série des dépenses retournent dans les caisses de commerçants du village. Et c'est l'objectif aussi. Et je pense que c'est leur objectif d'avoir un festival qui soit durable. Et donc, moi, je veux terminer mon intervention
en regrettant le débat et la manière en tout cas dont il a été amené ici. Je pense que les tailleurs ils sont prêts à expliquer leur projet, à faire toute la transparence, à donner toutes les pièces. Et moi en tout cas je veux leur souhaiter un très bon festival dans les semaines qui arrivent. Et je les remercie pour leur investissement d'une année de plus pendant 10 ans au service des habitants et de la culture à Écosine. Merci Arnaud. Il n'y a plus d'intervention. Je vais vous demander votre vote sur le rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Aucune abstention. Donc le rapport est adopté par 11 voix pour et 9 contre. J'imagine que... Pardon? C'est bon, hein? Voilà. C'est malheureusement regrettable de toujours avoir ce genre de discussion. En plus, sur un rapport d'évaluation, on évalue, enfin, on met un avis sur un rapport d'évaluation et même pas sur la programmation, vu que nous l'avons voté lors du budget. Un deuxième rapport d'évaluation, c'est celui de l'exécution du contrat de gestion de l'ASBL Ecosport. Je t'en prie, Julien. Merci Xavier. Bon, j'espère que ce sera un peu moins houleux que le point précédent. Donc le rapport d'évaluation d'Ecosport, de l'association Ecosport. Donc petit topo sur la situation. Elle a 8 critères à répondre, donc comme chaque année, je vais les passer en revue. La première, c'est la gestion des infrastructures sportives d'Écosine. Donc les salles de sport, Ecosport depuis l'année passée, c'est 5 disciplines en interne, donc basket, badminton, football en salle avec 4 clubs l'année passée, le volley, et une nouveauté, la boccia, qui est arrivée dans le courant 2022. Pour les activités extérieures, nous avons toujours terrain de pétanque et de galine, le mini-golf qui a accueilli 268 personnes, le mobilier de fitness extérieur, la Grass Space qui est située à la place Cousin, et prochainement, donc ce sera pour l'année prochaine, mais le terrain de balle-pelote qui se situe à Marche-les-Écosines, et on espère les futures infrastructures sportives. Donc les différents points, les critères à répondre, donc c'est la gestion des infrastructures, on vient de l'aborder, donc qui est OK, de pouvoir déterminer les règles et tarifs de location au niveau du règlement d'ordre intérieur. C'est OK aussi l'établissement de l'horaire d'occupation par les divers utilisateurs. Donc ça, il y a une personne qui est dédiée tout spécialement à ça et qui fait un travail de fou pour pouvoir combiner les différentes demandes. C'est vraiment pas évident. La gestion de la publicité propre au hall des sports et la promotion de ces activités. L'organisation d'activités ou stages au hall polyvalent. Donc l'année passée, au niveau des organisations, il y a eu divers tournois, les CEB, Fête des familles, championnat de Belgique de badminton. Voilà, en gros les 75 ans du basket qui ont organisé leur anniversaire, et le jogging d'Écosine qui aura lieu cette année le 26 novembre, un dimanche. Voilà. Et plus de 11 stages de la MJ épidémique, badminton, dynamique rythmique et le basket. J'étais au point 5, donc voilà, le point 6, il y a la gestion de la cafétéria. Le point 7, la prise en charge des factures, donc voilà, ils sont indépendants là-dessus. Et le respect des obligations légales et statutaires de l'ASBL, et donc tous ces points, ils répondent à tous les critères, et donc voilà, je comptais en tout cas remercier une nouvelle fois les membres de l'ASBL Ecosport pour le travail qu'ils font. Il y a pas mal de beaux projets qui se mettent en place, qui vont encore voir le jour, et notamment aussi avec mes collègues, de nouveaux clubs qui arrivent, de nouvelles activités qui se mettent en place, et voilà. Je tenais à remercier toutes les personnes qui s'investissent, et aussi les clubs et les membres des différents clubs sportifs. Merci Julien. Sébastien? Oui, donc l'ASBL Ecosport est abordé au point 9, 10 et 18 du Conseil communal d'aujourd'hui, donc je propose de faire une intervention pour ces 3 points. Oui, si tu le souhaites, le point 18 étant quelque peu différent par rapport au point 9 et 10. Alors visiblement dans sa gestion quotidienne, cette ASBL Ecosport est bien gérée. Nous n'avons d'ailleurs pas de plainte d'occupants quant à la gestion quotidienne, et en tant que responsable d'une association
il nous arrive d'occuper le hall. Et je veux dire que ça fonctionne bien. Le personnel est là à l'heure, il fait propre, les locaux sont ouverts à temps. Et je profite de l'occasion pour remercier Michel, qui est souvent présent au hall et qui s'investit, je pense, beaucoup. Ceci dit, à quand une avancée concrète dans le projet de reconnaissance de l'ASBL Ecosport? J'ai vu au point 18 que vous demandez l'accord du Conseil communal pour une convention de mise à disposition des locaux, document qui est demandé dans le cadre de la reconnaissance de l'ASBL Ecosport comme centre sportif. Ça fait 10 ans que l'ASBL Ecosport existe. C'était le 16 septembre 2013 qu'elle a été créée. Et donc, ce projet faisait partie des promesses électorales de tous les partis de la majorité en lice en 2018. Et chaque fois que j'interroge les chemins de sport sur le sujet, ils me précisent que c'est imminent, qu'un projet va bientôt être remis. Et donc, je voulais savoir un petit peu où on en était avec le document qui sera remis, la convention. Est-ce que c'est le dernier document qui manque et quand le projet va être enfin déposé auprès de l'autorité subsidiante? Voilà, je voulais savoir un petit peu quoi par rapport à notre échevin, à ce projet auprès de notre échevin des sports. Je t'en prie, Julien. Okay, oui, donc par rapport à la reconnaissance, effectivement, comme vous venez de dire, il y a pas mal de points concernant Ecosport, et notamment ce document. En fait, on doit faire une petite mise à jour et on a augmenté la durée, donc on passe d'une durée de 10 ans à une durée de 20 ans. Et c'était un des derniers documents, donc suite à un retour de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous demandait de remettre à jour cette convention, avec une mise à jour aussi des documents d'assurance, parce qu'on est arrivé l'assurance était terminée, donc on fournit les derniers, la mise à jour, les derniers documents, je vais y arriver. Donc voilà, une fois ce document, on renvoie le tout. Et après, j'attendrai les informations. Il y a un inspecteur qui va devoir passer pour surveiller les installations, checker les installations. Et donc voilà, j'espère rapidement en tout cas. Tu n'es pas le seul responsable, étant donné que tu n'es pas échevin des sports depuis 10 ans, mais tu avoueras quand même que c'est assez laborieux, 10 ans pour remettre un dossier auprès d'une autorité subsidiante. Et j'espère maintenant qu'on aura une aide comme envisagé, quand le dossier sera remis. J'espère aussi, et j'espère que l'inspecteur qui viendra sur place donnera aussi un avis positif aux différentes installations. Voilà, par rapport à certaines structures sportives, on va aussi avoir de nouvelles structures qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc voilà. Merci. Merci à tous les deux. J'imagine que le vote sera à l'unanimité sur le rapport d'évaluation. Merci. Alors nous avons également le contrat de gestion pour les années 2024 à 2026. J'imagine qu'il ne posera pas de problème. Oui. Merci. Alors au niveau des fabriques d'église, nous avons en point 11 la modification budgétaire numéro 1 pour la fabrique d'église Saint-Al-de-Gonde. Au point 12, le budget 2024 pour la fabrique d'église Saint-Remy. Et au point 13, le budget 2023 pour l'église protestante d'Écosine. Sébastien. Oui, je voyais que pour l'église protestante, dans la délibération du conseil communal, que la délibée du 26 octobre est parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée des pièces justificatives le 8 juin 2023. Comment ça fait que la délibération est arrivée seulement 8 mois plus tard à l'autorité de tutelle? Tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, il est inscrit, vu la délibération du 26 octobre 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée des pièces justificatives le 8 juin 2023, par laquelle le conseil d'administration de l'église protestante d'église d'Écosine arrête le budget pour l'exercice 2023 du dit établissement cultuel. Je ne suis pas l'autorité de tutelle de la fabrique d'église, donc Oui. il faudra les interroger. Je ne peux malheureusement pas apporter de réponse quant au fait que la tutelle de l'église protestante est mise autant de temps. Donc la délibération du conseil communal du 26 octobre, est arrivée à l'autorité de tutelle le 8 juin 2023. Nous, les délibérations, elles partent tout de suite après. Bon, il y a eu quelques soucis au niveau de l'organisation. Il faut savoir que la fabrique d'église est conjointe à 2 communes. Et donc, cela peut expliquer cela. D'accord, ok. Merci. J'imagine qu'outre ces remarques, il n'y a pas de problème pour les 3 points. Oui. Merci beaucoup. Le point 14, il s'agit d'une convention d'occupation des 5 logements de transit à l'espace Philomène. J'imagine qu'il n'y a pas de souci non plus pour confier au CPS la gestion de ces logements.
Merci beaucoup. Le point 15, il s'agit de l'adhésion au marché relatif à la mise en veille permanente d'un contact center de crise pour la planification d'urgence. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus. À l'unanimité. Merci. Nous avons une convention d'occupation à titre précaire pour les occupations récurrentes pour le local de la Bassée, donc qui est confié conjointement au SCOSINOU et au comité du centre, au comité de quartier du centre historique. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup. Nous avons également une convention. Il s'agit de la résiliation de la convention d'occupation précaire de certaines parcelles cadastrales appartenant à Ineos Feluy. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le point 18, il s'agit de la mise à disposition des locaux pour l'ASBL Ecosport. On en a parlé tout à l'heure. J'imagine qu'il n'y a pas de commentaires complémentaires à apporter et que vous êtes tous d'accord. Merci beaucoup. Le point 19, il s'agit d'une rectification sur la vente d'une parcelle communale au profit d'Orès à la rue Jacques Marboul. On en avait déjà discuté, il y avait une petite erreur matérielle dans leur chef. J'imagine que ça ne posera pas de souci pour les 2 centières de différence. Merci beaucoup. Le point 20, il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation de marché pour le dossier de la rue Jules Blondeau. Je t'en prie, Philippe. Merci Xavier. Ce plan qui est reconnu projet d'intermodalité par la région wallonne, vu la proximité notamment des écoles, constitue la poursuite des réfections des axes d'entrée-sortie de notre village, de nos villages. Et donc, je pense que c'était vraiment important car ce sont les axes les plus fréquentés. Et donc, après Restaumont, cet axe est important. C'est une rue dont les trottoirs n'étaient plus conformes. Le passage était extrêmement difficile. Et pour les piétons, je dirais, sans handicap ou sans problème de mobilité, sans poussette, mais qui plus est qu'il était dramatiquement pour tous les PMR. Et donc, on aura une réflexion complète de la voirie et des trottoirs de cette portion de la rue Blondeau, avec donc un passage des circulations piétonnes ininterrompues, avec une largeur qui correspond aux normes actuelles. Nous aurons également la constitution de pistes cyclables suggérées avec couleur ocre, comme cela s'est fait à la rue Van der Veld, et avec un marquage en rouge du carrefour au niveau de la rue du Roi Albert pour attirer l'attention au niveau notamment des cyclistes et des sens uniques limités. Nous aurons également une gestion du stationnement de manière à alterner, de manière à introduire donc des chicanes naturelles, qui ne sont pas des obstacles outre mesure, qui ne sont pas des casse-vitesse outre mesure, etc., mais qui sont, tout en gardant le nombre de places constant pour le stationnement, qui permettent d'avoir un ralentissement naturel du trafic. Nous aurons également la constitution d'un îlot central au niveau du carrefour avec les rues Fort-Mahon et Cuvelier pour permettre aux piétons, vu que la traversée est très longue et jugée très longue, d'avoir une zone, je dirais, de repos, d'arrêt en plein milieu du carrefour. Ça permet de marquer les bandes et d'éviter des dépassements intempestifs, mais ça protège également les piétons. Donc c'est un exemple de projet de mobilité subventionné qui soit à la fois en termes d'investissements communaux, mais également en termes de mobilité douce. Et donc nous bénéficions de subsides pour cela, et c'est une très bonne nouvelle que cette réflexion. Il ne restera ainsi qu'à finaliser ensuite la zone suivante qui sera pour plus tard, mais qui sera à la rue Fort-Mahon. Et nous aurons ainsi fait l'ensemble des axes d'entrée d'Écosine, à l'exception de la rue Marie, qui normalement devrait voir le jour, puisqu'elle est déjà inscrite dans un plan, avec en tout cas une étude qui sera lancée l'année prochaine, avec une sécurisation des abords d'école, etc. Voilà. Merci Philippe. Et concrètement, Philippe, les travaux commenceraient quand ? Tu es des naturels très stressé. Fais attention, Sébastien, à ta santé, tu commences à m'inquiéter. Donc, évidemment, tu sais très bien que ce genre de projet, une fois, et à condition que le tutelle l'approuve en première lecture et qu'ensuite nous puissions commencer, je dirais que selon les conditions climatiques, on sera à la fin de l'année ou à la sortie de l'hiver, selon la nature des travaux effectués. Comme ce ne sont pas des travaux de rénovation a priori en profondeur de voirie, on pourrait imaginer, si les conditions climatiques le permettent, un début de chantier dès le début de l'année prochaine.
Voilà. D'accord. Mais ça dépendra évidemment, et tu le sais très bien, des allers-retours avec la tutelle, mais nous sommes en tout cas sur un projet qui devra être finalisé avant, je dirais, les grandes vacances de l'année prochaine, largement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je peux avoir votre vote? Oui. À l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit du recours à la centrale d'achat de la région wallonne pour l'acquisition de 8 PC en vue des élections. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. On n'a pas vraiment le choix, je vous le dis tout de suite. À l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. Le point 22, il s'agit d'autoriser la réalisation de travaux de curage sur un terrain privé et un fossé à la rue des 7 Douleurs. Je t'en prie, Philippe. Suite au dernier épisode, je dirais orageux, qui a traversé notre entité, force est de constater que les travaux que nous avons réalisés conjointement avec le service environnement ont tenu le coup et en tout cas ont montré leur efficacité. Néanmoins, j'ai été appelé, les équipes communales ont été appelées sur quelques zones ponctuelles, dont la rue de Waugenay, où un point bas se situe là-bas dans le tournant et qui provoque des remontées d'eau non seulement en voirie, mais surtout également dans les canalisations des habitations. Et donc nous avons analysé la situation pour constater que le problème se situe non pas au niveau de l'entretien des avaloirs, cette fois-ci comme on tend facilement à le reprocher, mais bien de l'autre côté, donc l'évacuation de ce point bas passe en dessous du Ravel, et donc, et ça n'a rien à voir avec les travaux du Ravel, clairement, mais passe là en dessous de ce talus, et donc se rejette de l'autre côté d'un fossé qui se situe sur un terrain privé et qui est maintenant inondé. Nous allons donc devoir procéder à un curage de cette sortie, mais également de tout le fossé pour le ramener jusque le cours d'eau un peu plus loin. Et donc nous sollicitons, comme c'est d'usage, puisque nous sommes sur terrain privé, évidemment avec l'accord du propriétaire, mais néanmoins nous sollicitons le passage en conseil communal pour ne pas donner l'impression que nous intervenons sur des zones privées pour curer pour compte d'un propriétaire, mais bien pour résoudre un problème de sécurité publique. Donc voilà l'objet de cette convention qui devra résoudre ce problème. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ce point, parce que c'est vraiment indispensable. Je suis passé par là au moment des fortes pluies. C'est vraiment indispensable. Merci beaucoup pour les riverains de la rue Waugenay. Le point 23, au niveau de l'énergie, il s'agit du dépôt d'un dossier de candidature à appel à projet Infrasport pour le dossier de rénovation et d'extension du hall polyvalent. Je t'en prie, Julien. Oui, voilà, mais comme pour les installations sportives de Marche-les-Écossines, on souhaite introduire une demande de subside auprès d'Infrasport, donc via la filière classique, afin de rénover et d'étendre le hall polyvalent. Je pense qu'il en a bien besoin. Voilà, parce que c'est un bâtiment assez vieillissant. Et donc, ce qui est proposé dans ce projet, on est reparti du dossier qui avait été réalisé avec Ygretech pour la première demande de subside au niveau de l'énergie. Et donc, on repartirait de ce dossier. On va passer quelques slides, mais voilà, je préviens que ce n'est pas encore l'avant-projet. Ici, on est vraiment à l'étape de l'introduction du dossier. Mais donc le but va être multiple. La première, ça va être de le rénover au niveau énergétique, donc pouvoir l'isoler, parce qu'on a pas mal de pertes et de technologies qui sont un peu plus anciennes. Rénover le sol, l'isoler également. Effectuer des aménagements sur le bâti existant. Donc il faut savoir il y a des normes à respecter pour les sanitaires, pour les accès PMR, les vestiaires. Donc ça évolue aussi au niveau sportif, et donc on va en profiter pour pouvoir remettre ça à jour. Et ces investissements permettront aussi de créer une salle de réunion, un secrétariat, ce qui est de plus en plus demandé maintenant, ne serait-ce que pour l'arbitre ou bien pour permettre au club de se réunir pour faire quelques réunions. Et l'objectif suivant aussi, c'est d'accueillir de nouveaux clubs sportifs. Donc on est de plus en plus sollicité pour
pour avoir une salle. Et donc, il y aura dans ce projet une création de salles supplémentaires, un espace de stockage pour pouvoir stocker le matériel, parce qu'actuellement, il est mis le long du terrain, ce qui n'est pas toujours pratique, la création de nouveaux vestiaires. Donc, si on passe sur le plan de présentation, on voit le hall polyvalent actuel, avec en bleu les sanitaires existantes, et juste à côté, on voit les vestiaires, les douches. Et sur la partie de gauche, on voit la création de nouveaux espaces, avec 2 vestiaires supplémentaires, un endroit de stockage, d'autres sanitaires, et un projet de dojo qui était déjà dans les premiers cartons, donc qui était une demande vraiment sollicitée, et quand on voit dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement, je pense qu'ils en ont fortement besoin. Et on a encore pu le voir à la journée découverte sport, il y a quand même beaucoup de pratiquants, et voilà. Donc je pense qu'ils méritent un endroit de qualité. Et une salle supplémentaire, ici elle est nommée salle de danse, mais c'est une salle polyvalente qui va servir aussi à d'autres clubs pour pouvoir l'utiliser. Donc les plans ne sont pas encore arrêtés, là c'est une proposition qui a été faite par l'architecte, mais on peut encore jouer avec... Est-ce qu'on met un mur, pas de mur, pouvoir bouger les espaces pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est au niveau 1. Une proposition qui a été faite aussi, et ça a également été discuté avec Infrasport, c'est de créer un niveau supplémentaire, parce qu'on est limité au niveau de l'étendue. Et donc, au niveau de la buvette, on mettrait un étage supplémentaire qui permettrait de mettre un espace cafétéria à l'étage et de garder l'espace d'en bas pour des salles justement supplémentaires, les accueils, et de permettre de créer une terrasse qui serait le long du hall polyvalent et d'avoir une terrasse en hauteur avec une vue sur le parc récréatif actuel. Donc voilà, c'est une proposition qui a été faite. Infrasport est venu sur place aussi, a vu le projet. Ils étaient assez emballés par ce qu'on proposait. Et voilà, on avait tendance avant, comme il le disait à l'époque, de créer une salle de sport autour de la cafétéria. Maintenant, on privilégie plus le sport, et donc d'où la proposition de mettre la buvette à l'étage, et ça permettra d'avoir une petite vue panoramique sur les terrains, ce qui est également un plus. Donc voilà, ici je passe une vue latérale où on peut voir une partie boisée, donc qui serait en fait une espèce de boîte imbriquée dans le hall polyvalent, qui reprendrait la cafétéria avec, sur la partie de droite, la terrasse. On peut voir des personnes qui se situent dessus. Sur la vue suivante, on a une vue de l'entrée actuelle de la cafétéria. Et sur la dernière slide, on voit la partie arrière avec l'extension, donc qui sera en partie semi-enterrée pour pas être trop imposant, et qui comprendra cette nouvelle salle. Merci Julien. Pierre. Merci Monsieur le Fin des Sports pour les explications. Bon, on se réjouit que ça bouge enfin. Par contre, on se demande un petit peu quand ça va être mis en place, parce que ça va prendre pas mal de temps, pas mal d'années, plusieurs dizaines d'années. Il va falloir aussi financer tout ça, vu les projets qui sont en cours, comme par exemple l'église Sacré-Cœur, etc. Donc ça va coûter des millions. Quand vous parlez d'une vue sur le parc, j'ai une petite question très concrète, parce qu'en fait, suite au projet d'appartement à la rue de la Marlière, vous avez fait la publicité à l'époque qu'à charge d'urbanisme, il y avait la création d'un terrain de paddle et vous aviez même envisagé de le mettre sur la rue de Sakuini. Donc est-ce que ce projet de terrain qui pourrait être réalisé assez rapidement est toujours d'actualité? Si oui, quand vous allez l'installer? Merci. Oui, voilà, merci Pierre. Donc pour les questions, au niveau du projet, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais d'après les estimations qu'on avait eues, c'est vrai que c'est un projet qui est quand même à hauteur de près de 3 millions d'euros. Rien que la rénovation énergétique, on en est déjà à 1,8 million. Mais je pense vraiment que c'est un projet qui est nécessaire, parce que c'est quand même un lieu qui est vraiment fortement sollicité. Et voilà, sans subside, ça va encore être beaucoup plus compliqué de réaliser ce genre de travaux. Et je pense que là, c'est vraiment pertinent, en tout cas, d'essayer d'avoir le plus de subsides possible. Ça, c'était la
première question, donc quand ici, c'est comme pour les infrastructures sportives de marche, on va introduire le dossier. Et là, les délais sont un peu plus longs parce que les infrastructures sportives, ça ne demande pas d'avant-projet. C'est un projet qui peut être entamé directement. Ici, il va falloir remettre un avant-projet et toute une série de documents. Et à chaque fois, ils ont des délais de 6 mois, prolongeables 6 mois pour répondre au niveau du ministre. Donc effectivement, ça peut prendre du temps. Au niveau d'Infrasport, il nous parlait de 2-3 ans, mais voilà, au niveau de l'administration, ça prend toujours... il y a toujours un peu de retard à certains moments, donc c'est difficile de le dire. En tout cas, ce ne sera pas fait l'année prochaine, quoi. Et l'objectif aussi, on a vu un peu avec Infrasport, serait peut-être de commencer par l'extension pour permettre déjà d'avoir de nouveaux vestiaires, le temps pour qu'on puisse rénover les anciens, et après de déjà avoir des espaces de salles, mais de regarder aussi pour avoir le moins d'impact possible. Je pense qu'il y a une partie des travaux qui vont pouvoir être réalisés sans impacter les clubs. Maintenant, quand on va refaire le sol, effectivement, ça va avoir une répercussion, et donc l'idéal serait de réaliser des travaux, par exemple, pendant le mois de juin, juillet, quand les clubs ont fini, mais ça, c'est une organisation qui va devoir avoir lieu avec les chefs de chantier, etc. Au niveau du paddle, oui, mais donc Arnaud a peut-être aussi des nouvelles par rapport à ça, mais donc le permis doit être introduit par le promoteur immobilier, ce qu'il n'a toujours pas fait, et donc il y a des discussions qui sont en cours au niveau du service pour que les choses s'activent, voilà. Tu as fait référence à un moment à une étude YTEC, elle n'a pas une durée dans le temps, cette étude? On peut l'utiliser comme référence tout le temps? Oui, donc elle date de l'année passée, c'est une étude de faisabilité, et donc après une mise à jour des montants qui a été réalisée par YTEC, ça reste toujours d'actualité. On a présenté le projet aussi à Infrasport, voilà, qui trouvait que c'était bien. Donc on va aussi avoir des échanges avec Infrasport qui vont peut-être nous dire faites pas ça comme ça, agrandissez un peu plus cet espace et autres. Donc voilà, il va y avoir pas mal d'échanges ces prochains mois, années, je pense. Arnaud, peut-être? Oui, simplement dire pour le paddle que le service urbanisme prend le relais pour introduire le permis. Et donc, vous allez être certainement voir passer, soit pour l'annonce de projet, la demande de permis. C'est en effet une charge qu'on a portée dans le cadre du permis de la rue de la Marlière, rue des Droits de l'Homme. Et donc, on voulait que le projet contribue à l'amélioration de l'offre sportive par l'implantation d'un terrain de paddle. Et donc, la mise en place du terrain sera bien à charge du promoteur, mais la démarche de permis doit être réalisée par la commune pour obtenir les autorisations nécessaires. Pierre? Oui, pour le terrain de paddle, je serais vraiment super. Par contre, il faut bien faire attention à tout ce qui est riverain. Hein, donc dans le projet, faites gaffe à ça, parce qu'il y a quelques communes dont les riverains se plaignent beaucoup du bruit d'un terrain de paddle, surtout en extérieur. Donc voilà, si vous saviez être attentif, il y a quelques personnes qui habitent autour. Merci. Oui, on le sera. J'ai pris connaissance également des retours de certaines communes. Je pense que c'est aussi une attention qui doit être de manière générale par rapport à tout le parc des 12 bonniers. Donc l'inquiétude des habitants fera partie des points d'attention, clairement. Julien? Et voilà, désolé, j'ai oublié un petit truc. Je ne sais pas si je peux faire comme Sébastien et en profiter du point sport pour... juste au niveau, j'ai été perturbé par la triple question de tout à l'heure. C'était jusqu'au point 10, il y avait une petite coquille où, dans l'article 11, on parle de 11 ans, alors que c'est 20 ans maintenant. Donc, c'était juste pour voir si on pouvait corriger cette petite coquille. J'imagine que ça ne pose pas de problème. Est-ce que je peux avoir votre vote sur ce dossier de candidature? Oui. Merci. Alors, le point 24, au niveau de la police de la circulation routière, il s'agit de la création d'un passage piéton à la rue Pouplier. Philippe. Merci. Donc, c'est une zone de fréquentation, enfin une zone de transit assez importante entre notamment les deux clos, hein, Pietrasanta et Vita Vertes et la gare. Et j'ai eu à plusieurs reprises des demandes pour pouvoir réaliser à la sortie immédiate du tunnel une traversée piétonne. Et donc je vous la propose ici avec toutefois une remarque à analyser des techs qui sont arrivés extrêmement tard,
qu'il faudra peut-être déplacer de quelques mètres l'arrêt de bus pour respecter les distances élémentaires entre un arrêt de bus et un passage piéton. Mais voilà, c'est une bonne chose pour la sécurité dans une zone fort fréquentée. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Alors on a un emplacement PMR au boulevard de la Sonnette face au numéro 22. J'imagine qu'il n'y a pas de souci non plus. Ah, Philippe, oui, pardon. Juste une petite précision, ça sera positionné donc à la sortie du virage, donc virage qui est celui du carrefour avec la rue du Moulin. Et cela pourrait perturber, mais c'est déjà le cas maintenant, puisque de toute façon, de manière non marquée PMR, mais déjà d'un parking accessible à tout public, puisque c'est la même personne, un pick-up se gare là régulièrement, et donc il y a nécessité de mentionner avant ce virage un danger de rétrécissement pour le bien de tout le monde, sinon ça ne fait que ralentir le trafic naturellement, donc c'est une bonne chose. Pas de problème. Alors un deuxième PMR à la rue Jean Jaurès face au numéro 13. Pas de remarques, pas de soucis. Merci beaucoup. Alors au niveau du logement, il s'agit du modèle d'accord d'échange de données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés pour des raisons fiscales. J'imagine que ça ne pose pas de soucis. Oui, pour nous. Merci beaucoup. Alors, nous avons le rapport moral et financier 2022 de l'ASBL Promo Logement, l'AIS. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Nous avons le rapport de rémunération pour Hauts-de-Seine Logement. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus. Le rapport annuel de rémunération pour l'intercommunal Aurès. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Et enfin, l'allocation de fin d'année 2023 pour l'ensemble du personnel communal. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup. Et nous en arrivons donc aux questions orales. La première est posée par Sébastien au niveau de la mobilité. Je t'en prie, Sébastien. Oui. Merci. Donc, chaque année, la Wallonie propose au grand public de se mobiliser lors de la Semaine européenne de la mobilité. L'objectif de la Semaine de la mobilité est de démontrer les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Il est important d'agir en faveur d'une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s'inscrive dans le développement durable. Dans votre plan stratégique transversal, il est prévu d'encourager le ramassage à vélo, en page 150. À ce jour, malgré notre interpellation, celui-ci n'a pas mis en place sur le terrain. Pourriez-vous nous préciser si ce projet peut voir le jour avant 2024 ? Par ailleurs, qu'en est-il de l'aménagement des pistes cyclables aux abords des écoles communales et des écoles libres d'Écosine? Demande d'information. Merci. Je t'en prie, Philippe. Bien, merci pour ta question qui est effectivement un enjeu, mais un enjeu qui ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire qu'on veut le faire pour que ça se fasse. C'est une initiative qui doit revenir et doit rester et doit émaner des directions d'école dans leur cadre de leur projet pédagogique. Car non seulement il ne suffit pas de dire prenez votre vélo, mais il faut également un encadrement, une logistique, une organisation qui est assez lourde à mettre en place, remarque-t-on dans plusieurs expériences dans d'autres communes qui ont été pour la plupart, à part dans certaines villes avec des caractéristiques un peu intéressantes ou certaines zones très très rurales, à part cela, force est de constater que ce n'est pas toujours une réussite au niveau des écoles qui les mettent en place, parce que si il faut une volonté pédagogique, il faut aussi un tissu bénévole là derrière qui soit des seniors, des retraités, soit des parents, grands-parents qui ont de la disponibilité, et c'est souvent très fluctuant, et c'est ce qui fait souvent capoter le projet. C'est qu'on peut avoir des enfants dans une école à un moment donné qui, par le hasard des choses, on a un groupe de parents, association de parents très motivés, puis à un moment donné il y a ce renouvellement naturel, les enfants ne sont plus à l'école, les gens passent à autre chose, et donc on a des effets très fluctuants, et donc nous n'avons pas à ce stade, malgré déjà des propositions faites dans lesquelles on voulait bien nous allier, mais pas budgétairement évidemment, mais en termes d'aide à la réalisation, nous n'avons pas de demandes qui émanent des écoles. Par contre, on a d'autres actions qui sont menées au travers des actions cyclables dans des classes de nos écoles de Nantité. Actuellement, dans 8 classes, l'opération Roue Libre, qui permet de donner une formation théorique et pratique sur le terrain à destination des classes essentiellement de
P5 et P6 dans 8 classes, donc dans toute une série d'écoles. Il y en a 2 à l'école communale du Sud, une au Sacré-Cœur, une à l'école communale de Marche, une à Saint-Géry, 2 à Onéda-Bouton et une à Saint-Rémy. Donc on voit que là, il y a une vraie adhésion, ça intéresse, il y a un vrai projet pédagogique et qui est réalisé avec le partenariat avec ProVélo, qui donc rencontre un très bon succès. Donc je ne peux que me féliciter de voir ces opérations renouvelées année après année. Ça, c'est déjà un premier pas vers le vélo. Pour ce qui est des pistes cyclables, nous avons réalisé pas mal d'investissements, je ne veux pas les rappeler une énième fois, mais ils sont importants pour relier nos entités, pour faire un contournement des Gaucines, si je puis dire, relier gare à gare, etc., ou vers Anquière pour la licence 6, etc. Nous devons, à tout le moins, faire des pistes de vélo suggérées. Ça a été le cas à Van der Velde avec une sécurisation des abords d'école. Ça sera le cas à la rue Marie dans le prochain projet que nous vous présenterons lorsqu'il sera finalisé au niveau de l'étude, à la rue Marie, et aussi, comme c'est le cas à la rue Blondeau, puisqu'on en a parlé tantôt. Mais ce n'est pas suffisant pour moi en termes de sécurisation pour ce type de déplacement d'un public faible. Et donc, je pense qu'il faudra un jour revoir le plan de mobilité pour oser passer à un cap. Et ça, c'est mon avis personnel qui ne lie actuellement personne d'autre. Mais c'est de se dire que les largeurs des voiries, on ne peut pas les changer. Des places de stationnement, force est de constater, même si on essaye de dissuader, il en faudra toujours. Des piétons doivent avoir également, les personnes à mobilité réduite ou poussettes, etc., doivent avoir leur espace. Et pour un espace partagé harmonieusement, d'un espace public partagé harmonieusement, la seule solution véritablement, si on veut avoir des vraies pistes sécurisées dans le centre de nos villages, j'entends bien, pas à l'extérieur, ça on y arrive, c'est de réfléchir à une notion de sens unique. Je pense par exemple à la rue Pouplier, alors je ne veux pas alarmer personne, il n'y a pas dit qu'il y avait une décision demain, mais c'est une réflexion qui devra se mener à un moment donné. Je ne peux pas élargir les routes, je ne peux pas supprimer toutes les voitures, je ne peux pas empêcher les vélos de circuler, au contraire essayer de les développer. Je pense qu'à ce moment-là, la seule solution qui s'impose en termes de mobilité, vu toutes ces contraintes, est la mise en circulation unique et avec un plan évidemment de mobilité qui étudie bien tous les impacts et conséquences. Voilà pour ma réponse. Merci Philippe. Je te remercie Philippe pour ta réponse. Je voulais également te demander ce que tu pensais par rapport aux routes scolaires. C'est un projet qui est mis sur pied dans certaines communes qui vise à fermer la route pendant quelques minutes pendant les sorties d'école. C'est une question, ça veut dire que j'abuse en reposant une question, ou simplement c'est mon collègue Pierre Rampato qui me disait que c'était vraiment un projet qui était intéressant dans d'autres communes, et peut-être que Pierre pourra, si le bourgmestre l'y autorise, développer pendant quelques instants le projet. Voilà. Merci. Je ne doute pas, Pierre pourra poser une question sous ton autorisation lors du prochain conseil communal. Je n'ai pas besoin de mon autorisation. Je ne pense pas que c'est abusé, je veux bien qu'on lance des débats, mais à un moment donné, si on veut les structurer, je pense que chacun peut arriver avec ses arguments, et il n'en manque pas. Il faut encore voir la configuration des autres communes qui les mettent en pratique. Si je prends un exemple à Braine-le-Comte, quand on voit la taille, la largeur de la voirie, sa longueur et sa configuration, je peux faire des routes scolaires à cet endroit-là, mais dans d'autres, c'est plus compliqué. Mais je veux bien qu'on revienne avec des débats plus étayés pour qu'il y ait un vrai argument contre-argument. Je ne doute pas que tu as de bonnes idées, de bonnes propositions. Merci. Merci. La question suivante posée par Sébastien au niveau du sport. Je t'en prie Sébastien. Merci. Donc, rénovation des vestiaires, douches et buvettes du club de football de Marches-les-Écossines, demande d'information. Nous interrogions le 18 février 2020 et 21 octobre 2021 dernier sur le projet de rénovation des infrastructures du club de football de Marches-les-Écossines. Le collège communal avait en effet prévu de rénover les vestiaires, douches et buvettes du club de football à l'époque. Un crédit avait été prévu au budget 2016. Alors que ce projet devait sortir de terre en 2016, celui-ci est toujours dans les cartons 7 ans plus tard. Si les joueurs, sympathisants et spectateurs de l'AS Marchoise espéraient toucher au but, on n'est pas encore prêt de voir ces travaux réalisés. En vue de renouveler les vestiaires, douches et buvettes, à Marches-les-Écossines, le collège avait lancé en juin 2018 un marché public de travaux. La réalisation et la pose d'installations modulaires étaient prévues pour un montant total de 279 000 €. Un bel investissement bien nécessaire vu l'état actuel des équipements mis à disposition des sociétaires de l'AS Marchoise, de leurs visiteurs et du public. Hélas, attribué le 11 décembre 2018 par le collège
à la société Jan Snell. Ce marché a été recalé le 13 février 2019 par la ministre de tutelle Valérie Debu. La tutelle avait en effet relevé que le collège n'avait pas respecté les règles de distribution qu'il s'était lui-même imposées dans le cahier de charge en utilisant des sous-critères d'attribution et des pondérations qui ne figuraient pas au document initial. À ce moment-là, on reportait une fois de plus un investissement qui s'avérait bien utile pour les sportifs fréquentant le club de football marchois. Nouveau rebondissement dans le cadre de ce dossier. Dans un courrier daté du 25 novembre 2020, le fonctionnaire délégué de l'urbanisme, M. Raphaël Stokis, avait recueilli la demande de permis d'urbanisme visant la démolition et à la reconstruction d'une buvette de football et des vestiaires à la rue transversale, vu que le dossier transmis était incomplet. Énième rebondissement dans ce dossier, nous avions appris le 14 septembre 2021 que la demande de permis d'urbanisme avait été refusée par le fonctionnaire délégué, M. Stokis, conformément aux dispositions en vigueur. Voilà, etc. Et près de 2 ans après notre dernière interpellation, on en a eu d'autres également, mais avez-vous bien réintroduit le dossier? Ce projet va-t-il enfin sortir de terre 7 ans après son inscription au budget 2016? Je vois que vous avez mis une enveloppe dans les modifications budgétaires. Je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Merci. Je t'en prie, Julien. Oui. Merci Sébastien pour cette question. Alors, effectivement, tu t'es un peu rattrapé par rapport à la question de base. C'est vrai que la question a déjà été posée en mars dernier lors de la présentation du budget. Et c'était d'ailleurs mon collègue Philippe Dumortier qui avait... J'ai déjà posé beaucoup de questions sur le sujet. Ah bah oui, voilà. Oublié de prendre note. Et donc c'est Philippe Dumortier qui avait répondu à l'époque et qui avait expliqué qu'un montant de 20 000 euros avait été mis au budget pour la réalisation des premiers travaux au niveau de l'installation de Marche-les-Écosines. Et à ce moment-là, Philippe avait expliqué que les travaux allaient se faire par phase, de manière pluriannuelle, et que ça serait réalisé par nos ouvriers. Comme tu viens de le dire, lors de cette modification budgétaire, il y a eu une majoration du montant qui est maintenant à 35 000 euros. Donc là, on va attendre le retour de la tutelle, et ce qui est prévu, donc ça va être de commander le matériel une fois le retour. Donc normalement cette année encore l'achat sera fait. J'espère que le délai de livraison sera assez court, enfin pas trop long en tout cas, et on devrait entamer les travaux intersaison, donc en fonction de l'utilisation du terrain pour gêner le moins possible. Et donc on avait déterminé des priorités en concertation avec les responsables de club, et d'ailleurs Jacques est là aujourd'hui. Donc on va commencer par la rénovation de la toiture et l'installation électrique. Et puis on verra en fonction des discussions budgétaires pour les montants futurs, mais on continuera à travailler de cette manière, en phase, sur ce projet. Et voilà, c'est vrai qu'à l'époque, un montant avait été noté, mais comme tu le dis très bien, pour le moment, les finances, elles sont compliquées. C'était un projet qui était fait sur fonds propres, à plus de 300 000 euros, donc on peut plus se permettre de mettre un montant comme ça. Et donc on va travailler par phase, par priorité, et donc voilà, on rencontrera régulièrement, en tout cas, on sera plus au taquet et on rencontrera les responsables plus souvent pour voir quelles seront les futures, en tout cas, priorités à déterminer. Ok, merci. Julien, merci pour ta réponse. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la dernière heure d'aujourd'hui, il y avait un article qui est paru concernant le label pour les communes qui ont des infrastructures sportives avancées. Et l'ADEPS récompense ainsi la ville de Reux qui a 3 étoiles. Et dans le canton, on est quand même la commune qui est la moins avancée. Donc, Braine-le-Comte et Soigny ont 2 étoiles et Écosines a 1 étoile. Et je pense que ce serait bien d'avancer un maximum dans tous ces projets d'infrastructures sportives, vu qu'on est un petit peu en retard par rapport aux communes du canton. Merci. Effectivement, c'est pour ça qu'on met des projets en place. Et je pense qu'on était une des premières communes de la région du centre à avoir l'étoile. Et donc, ça, je pense qu'on peut aussi le souligner. On était dans les premiers à répondre à ce label. On a 1 étoile, on continue à travailler. Au moins, on a des objectifs, on a une feuille de route. Et on va travailler là-dessus et on remettra une candidature. Mais c'est des candidatures qui ont un laps de temps de 3 ans, je pense. Donc, on l'a introduit il y a 2 ans. On réintroduira le dossier en temps voulu. Donc voilà, on était dans les premiers, on a eu 1 étoile. On réintroduira on est les derniers du canton. Une demande. Voilà. C'est déjà bien. Il y en a qui n'en ont pas. Donc, merci. Merci à tous les deux. Sébastien, toujours avec une question sur la gestion des déchets. Je t'en prie.
Oui, donc merci. Prestation de collecte des déchets de la Société Dufour en soirée Écosine. Demande d'information. Ce 31 juillet 2023, à 19h15, la Société Dufour ramassait des poubelles papier à Écosine. Le calcul de la taxe que payent les citoyens est basé sur le coût vérité, c'est-à-dire sur toutes les dépenses faites pour collecter les déchets. Le tarif appliqué par la Société Dufour, sous-traitant de l'intercommunal IGA, est-il le même en journée qu'en soirée ? Le fait que le ramassage soit effectué en soirée par une société privée entraîne-t-il un coût supplémentaire répercuté sur les citoyens via la taxe communale des déchets? Demande d'information, merci. Merci pour cette question, Sébastien. Alors effectivement, la Société Dufour travaille parfois assez tard pour collecter les cartons et les PMC. Donc Dufour qui est un des sous-traitants de IGA, mais pour la partie qui est confiée par Faust Plus. Donc il y a différentes missions au sein de l'intercommunal de collecte des déchets. Donc au niveau de Faust Plus, il s'agit de la collecte des déchets qui peuvent être valorisés et transformés. Et donc, c'est cette partie-là qui est concernée par la collecte qui est effectuée par la Société Dufour. Et donc, elle est régie par un marché public qui prévoit un coût de rémunération, en tout cas pour les prestations fournies. Alors, le coût, il est divisé en deux parties. Une partie fixe qui concerne le nombre d'habitants de la commune et une partie variable qui concerne le tonnage de déchets qui sont collectés. Donc, quelle que soit l'heure ou le jour où s'effectuent les collectes, ce prix ne varie pas et donc il n'y aura pas de mauvaise surprise, même si Dufour travaille plus tard. Maintenant, d'un point de vue social, moi je me poserai quand même des questions à la place de l'intercommunal et de son sous-traitant de faire travailler des ouvriers à pareilles heures et peut-être avec des services de prestation qui ne sont pas tout à fait réglementaires, mais c'est un autre problème. Merci pour cette réponse qui est rassurante. Ceci dit, on a encore connu pas mal de ratés dans la collecte des déchets durant ces vacances. Enfin, parfois, j'ai vu que tu étais en copie de certains mails. Parfois, il y a des citoyens d'une rue, 3 citoyens d'une rue qui interpellent l'intercommunal pour venir ramasser les déchets. Et puis après plusieurs mails et plusieurs coups de fil, enfin, on vient ramasser les déchets chez un habitant. Et les 2 autres habitants sont lésés. Et puis on réécrit pour les 2 autres habitants. Puis de nouveau, il n'y en a qu'un chez qui on vient ramasser les déchets. Enfin, au niveau de la gestion, ça pose vraiment des problèmes. Et je crois que ce serait intéressant de demander à l'intercommunal les statistiques de collecte, de rattrapage sur la commune d'Écosine. Parce que les Écosinois en ont marre. Enfin, ici, pendant la vacance, ça a de nouveau été... il y avait des mails qui étaient envoyés à Arnaud, à toi, Xavier. Je suis entièrement d'accord avec ce constat. Nous avons d'ailleurs voté contre le plan stratégique pour les années de mémoire 2023-2025, qui prévoyait cette privatisation d'une partie du service rendu par l'intercommunal et IGA, qui rajoute une couche supplémentaire dans la gestion. Donc la gestion des déchets n'est plus confiée directement aux communes, mais à cette intercommunale qui elle-même la confie à un privé. Et donc on se retrouve avec toute une série d'intermédiaires. C'est totalement ingérable. On l'avait dit. Malheureusement, nous n'avons pas forcément été suivis par la majorité des partenaires au sein de l'intercommunal. C'est ainsi, on essaye de faire en sorte de cartographier les rues qui sont problématiques. On en a identifié une série, on les communique à IGA, vu que nous n'avons pas, nous, de contact direct avec la Société Dufour. Donc on passe toujours par les responsables de l'intercommunal IGA pour trouver des solutions et faire en sorte que ces rues ne soient plus oubliées, parce que le problème fondamental, il semble être là. Ce sont des rues qui se situent à des endroits peut-être un peu masqués ou bien plus éloignés sur la commune et où systématiquement ou bien très fréquemment la Société Dufour ne passe pas pour effectuer les collectes. Et donc on les a listés, on les a transmis, on essaie d'avoir un suivi plus que régulier avec les responsables de l'intercommunal, mais c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, que par le passé où on avait un interlocuteur direct. Ici, on doit passer par un tiers intermédiaire pour transmettre nos remarques. On le regrette, mais malheureusement, c'est ainsi. Je ne vous rappellerai pas les conditions des statuts de l'intercommunal IGA qui nous lient à eux et qui ont été votés en son temps. Et on attend toujours,
peux dire qu'on attend toujours la visite du directeur général de l'intercommunal IGA au conseil communal. On l'a déjà rappelé à plusieurs reprises. Oui, mais ça, j'ai répondu, je pense, de manière claire lors d'un conseil précédent qui ne voulait pas venir et qui ne viendra pas. Donc, on peut toujours voilà, lui renvoyer une demande. Vous pouvez réintroduire la demande, je peux le faire aussi, il ne viendra pas. Donc, Parce que pour nous, la coupe est pleine, enfin plutôt la poubelle est pleine. On en a marre. Voilà. Alors, la question suivante est posée par Pierre au niveau de la sécurité routière. Je t'en prie, Pierre. Je suis pas le dernier. Ah, désolé, non. D'habitude. Bah bon. Non, c'est Bernard qui aura le privilège d'être dernier, je pense. Attends, je vais juste clôturer parce que le débat, on l'a déjà fait sur ma question, donc on peut la... On peut la supprimer, va ainsi Pierre a le à moins que privilège vous vouliez d'être le faire encore le dernier. débat sur les tailleurs, mais je ne pense pas que ce soit utile. Parfait, bah alors Pierre, tu es le dernier. Magnifique. On ne peut pas changer les bonnes habitudes. Et encore Valène, pardon, vous voulez faire le switch pour que Pierre soit le dernier à poser la question? Non. Maintenant que j'ai la parole, je la garde. Une question pour vous, monsieur le bourgmestre, par rapport à une rue particulièrement accidentogène, à savoir la rue de l'Afdel à hauteur du numéro 43. Le 21 juillet, malheureusement, on a pu déplorer un accident très grave dans ce virage dangereux. D'après les propos tenus par les riverains, ce serait déjà la 12e fois qu'on enfonce le muret à hauteur du numéro 43. Donc ma question est assez simple. Je voulais savoir si vous avez déjà examiné avec les services compétents et de la zone de police Hauts-de-Seine les aménagements qui pourraient être réalisés à cet endroit. Notez qu'une entreprise de pompes funèbres est venue s'installer dans le quartier un peu plus loin et donc une attention particulière doit être accordée. Merci. Ça va être une double déception, Pierre, parce que tu n'es pas le dernier, ce n'est pas moi qui vais répondre, mais Philippe Dumortier. Si tu le permets. Je t'en prie, Philippe. On se retrouve, tu vois. On aura un débat quand même cette fois-ci, et je n'en doute pas la prochaine fois, pour parler d'autres problèmes de mobilité. Première cause de vitesse. La première cause d'accident, ça reste la vitesse, Pierre. Il y a des tas de zones qui sont plus ou moins accidentogènes, mais à un moment donné, voilà, il faut voir les conditions. C'est toujours dommage d'avoir un accident, c'est toujours dommage d'avoir un blessé. Cette fois-ci, c'est quand même une imputation, hein, c'est dramatique. Pourtant, juste avant, en venant de marche, il y a un système, un dispositif qui ralentit. C'est le fait d'avoir marqué clairement les trottoirs et d'avoir des parkings et donc de permettre déjà un ralentissement puisque les voitures ont moins d'espace pour se croiser. C'est déjà un phénomène naturel de rétrécissement. Alors, on a étudié les options. Il faut tenir compte toujours, et tu le sais bien, tu as participé à des commissions en son temps, qu'on n'a pas des tonnes de dispositifs possibles, en tenant compte du fait que je ne vais pas aller mettre des cases vitesse dans une rue aussi importante, avec autant de trafic, sans créer plus de nuisances aux riverains qu'autre chose, donc bruit, vibration, etc. Et donc, nous avons étudié les options, et ces options sont de positionner un panneau signalant virage dangereux, et le placement de bandes vibrantes, donc dites bandes rugueuses, qui permettront, sans gêner la tranquillité des riverains, d'à tout le moins attirer l'attention pour celui qui, malgré le panneau et malgré tout le reste, n'aurait pas été attentif. Ça aura au moins l'effet vibrant, pourra, je l'espère, épargner quelque peu des accidents. Ces options seront soumises au SPOI Mobilité lors de sa prochaine visite. Tu sais qu'ils viennent chez nous tous les 2 mois pour des échanges de dossiers. On a parlé des passages piétons, PMR, etc. Et donc nous leur soumettons tous leurs problèmes. À ce moment-là, ils font une visite de terrain, ils regardent et ils nous donnent leurs meilleurs conseils par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux faire de mieux. Je rappelle que dans l'autre sens de ce virage, il y a déjà un panneau signalant la nécessité de ralentir et donc un analyseur de vitesse, quoi. Merci Philippe. Pierre? Merci Philippe pour ta réponse. Je n'ai pas vraiment de choses à rajouter. Je pense que c'est assez important pour la sécurité de tous. Donc des bandes réfléchissantes. Voilà, aussi dans le respect des riverains. Parce que si on met des bandes rugueuses comme on a dans le haut de la rue de l'Afdel en venant de marche, je ne pense pas que ça va faire plaisir aux riverains non plus. Donc voilà. Et tu sais déjà le sujet de ma prochaine question. Donc voilà, tu as 1 mois déjà pour préparer une bonne réponse pour les rues scolaires. Merci. Merci à tous les deux. Donc la dernière question sera posée par Valène au niveau du folklore. Je t'en prie, Valène.
Merci. Donc oui, c'est une question à l'intention de Monsieur Dominique Feignard. Le programme stratégique transversal 2018-2024 présenté au Conseil communal du 23 septembre 2019 à Écosine définit les projets de l'actuelle majorité pour la mandature. Parmi ceux-ci figure en page 105 la fiche intitulée « Amplification des activités de Noël ». L'actuelle majorité annonçait, via ce projet, la volonté d'amplifier les activités de Noël dans le village en partenariat avec le monde associatif. Dans les faits, depuis 2019, au lieu d'amplifier ces activités, force est de constater que celles-ci ont malheureusement régressé. Par le passé, un marché de Noël avait lieu sur la Grande Place d'Écosine, marché de Noël qui a aujourd'hui disparu. Que comptez-vous faire pour amplifier les activités de Noël comme vous vous y êtes engagé? Merci. Je t'en prie, Dominique. Merci, Xavier. Valène, je te remercie pour la question. Effectivement, l'amplification des activités de Noël a été inscrite dans le projet stratégique transversal, tout comme dans la déclaration de politique générale de cette mandature. Le fait qu'elle y soit découlait de la continuité du partenariat que j'avais pu mettre sur pied avec l'association carnavalesque des Noirs Chabots, qui étaient les initiateurs du marché de Noël se déroulant sur la Grande Place. Cette amplification avait vu se développer la parade de Noël qui sillonnait la commune au départ de la gare jusqu'à la Grande Place. Elle avait son succès en voyant se succéder nombre de familles au fur et à mesure de sa progression. Divers spectacles et activités se sont développés, et cela en coordination avec l'association porteuse. Le modus vivendi était que la commune apporte un plus pour la population lors du marché de Noël associatif. C'est vrai que 2019 fut la dernière édition, et cela à la suite du Covid, qui a stoppé l'élan de l'époque. Et après cette période extrêmement difficile, l'association s'est retrouvée dans la situation de ne plus savoir développer l'activité, et elle a jeté le gant. Il est à noter que, comme partout dans notre région et au-delà, que nombre d'associations se sont aussi retrouvées confrontées à la même problématique et que d'autres, pires, se sont totalement même disparus. En conclusion, l'amplification des activités de Noël était liée au projet de partenariat qui avait été mis en place entre l'association et la commune lors de la mandature antérieure. C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, mais malheureusement, étant donné que l'activité s'est éteinte, mais qu'il n'y en a plus. D'accord, merci pour ta réponse. Et est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de trouver de nouvelles activités, organisées par exemple directement par la commune, ou alors remettre une parade en place en faisant appel à des associations ou des groupements, même principe que le goûter matrimonial, et se prêter aux jeux de Noël, ou trouver des solutions pour faire vivre un peu plus Écosine à la période de Noël? Ça, pour le moment, actuellement, au niveau des budgets étant serrés, et puis je ne vais pas rappeler ce que Sébastien dit tout à l'heure, les finances communales étant dans le rouge, bon, maintenant on peut toujours imaginer, et ça on verra pour l'avenir. Merci. Merci à tous les deux. C'était donc la dernière question à l'ordre du jour. Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil communal qui se déroulera le lundi 16 octobre. Attention, pour les conseillers et le public, il sera précédé d'un conseil commun entre la commune et le CPS qui débutera à 19h. Le conseil communal, quant à lui, débutera à 19h30. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée et d'ici là, de profiter un maximum des événements folkloriques et culturels sur la commune d'Écosine. Une bonne soirée à tous.